concrètement, en fait, non, ce n'est pas vrai. Le fascisme n'est pas à nos portes. Ça, c'est faux. Non, ça c'est pas vrai du tout. C'est bien que tu le dises. Oui, parce que c'est les gens, le fascisme est à nos portes. Non, le fascisme n'est pas à nos portes, le fascisme est au pouvoir. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 30 de chez Kevin Razi, CKR. Trop content d'être avec vous, je suis Kevin Razi. Et ça y est, on arrive à ces 30 épisodes avec Dr H à ma gauche. Et bien sûr, toujours la fine équipe, le 11 de départ, avec ma chérie Gaëlle Cagnan à la réalisation et au montage. On a le showrunner et au son aussi le sondier Mourad Mokadem et évidemment le match de foot parce que quand on enregistre, au moment où on enregistre le lundi 17 juin, il est 21h11 et c'est Autriche-France, premier match de l'équipe de France pour l'Euro. Une grosse semaine, grosse semaine. Franchement oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va vous parler de Macron le fossoyeur. Le fossoyeur de la République, très exactement. Voilà. Ça, on va vous expliquer pourquoi il a détruit en fait. Il n'est pas le seul évidemment. Il n'est pas le seul, pas le premier non plus. Mais il a lancé une, comme il a dit lui d'ailleurs. J'ai lancé une grenade. J'ai dégoupillé. Ouais, c'est un ouf d'avoir dit. C'est ouf qu'on ait retrouvé la phrase. Enfin bref. D'ailleurs, personne lui a demandé de répondre là-dessus, tu sais. Mais personne ne lui pose des questions. C'est ça qui est ouf, parce qu'aux États-Unis, s'il y avait eu quelqu'un qui avait dit ça, il l'aurait, dans tous les journaux, il aurait dû s'expliquer pourquoi vous avez dit ça et tout. Et en France, t'as remarqué, ça passe crème. Mais attends, depuis Marc Aurèle, on fait pas ça. Tu sais, je veux dire, non, mais tu remontes à l'ance, ça n'a aucun sens. En tout cas, il y a grosse semaine. Moi, je te jure, j'ai mis un peu toute ma vie entre parenthèses là cette semaine parce que j'étais vraiment dans ma tête dans une détermination de me présenter, de m'investir pour les législatives avec Dr H, avec Gaël, Mourad aussi dans l'équipe évidemment. Et puis finalement j'ai pas eu le tampon de nouveau du nouveau Front populaire, ce qui fait que s'en lancer dans des législatives sans parti derrière toi, ça a été compliqué, on va pas se mentir. Mais je pense et je le maintiens, aujourd'hui je continue de dire que j'ai grave envie de m'investir en politique, que ce soit pour des députés, j'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'avais ce truc aussi où tu vas parler, tu vas porter la voix dans l'hémicycle. Et je pense qu'un humoriste, quand c'est un humoriste qui est concerné par la vie de société, etc., je pense que ça peut faire un bon député. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on s'est observé, a priori. On arrive à écouter et on sait parler. Et on sait parler pour se faire entendre et pas s'écouter parler, tu vois. Comme la plupart des politiques, malheureusement, quand on regarde Macron. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, on aurait fait un super truc. Et puis, en plus, il y a du jus de cerveau, il y a des idées. Il y a toute une équipe, on aurait proposé plein de choses et tout. Parce que plutôt que de se plaindre à chaque fois, je me dis en story, faire des posts et tout, bon, au moment, vas-y, tente. Si on est dans une démocratie, normalement, je suis censé pouvoir, en y mettant un peu d'huile de coude, accéder, tu vois, aux arcanes du pouvoir et tenter moi aussi de faire bouger les choses. On verra, affaire à suivre en tout cas, mais on lâche pas le délire parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire. Et c'est pas un truc à la Mélenchon pour satisfaire mon ego, parce qu'en vérité, la scène, la fame, tout ça, enfin c'est quelque chose que j'ai pu goûter grâce à mon métier. Idem pour l'argent. Donc là, c'est vraiment un truc, tu sais, de plus profond, en mode non, vas-y, j'en ai marre là, tu vois. Et quand j'ai vu l'union de gauche, en vrai, je me suis dit, bon, bah, il y a que des babtous, c'est pas si. En fait, j'en ai marre que ce soit toujours pareil, où en fait, t'as plein de blancs qui vont demander à des noirs et des arabes de voter contre les racistes. C'est juste précisément ce qui est en train de se passer, en fait. Parce que tu dis, bah ouais, les gars, en fait, ok, il se passe un nouveau truc, le RN arrive, venez, c'est le moment de changer la donne, de mettre de l'inclusivité dans votre combat. Et là, franchement, j'ai regardé les listes. Alors, t'en as un peu t'as un peu de rebeux de ci, de là, etc. Et puis, en fait, c'est pas tant de mettre des rebeux, des renois, c'est juste qu'il y a des gens qui sont plus légitimes dans certaines circos. Tout à fait. Et qui sont là, qui font du militantisme local, etc. On parle pas de quotas, on parle pas de quotas. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a des gens qui sont issus de la diversité, mais qui en plus sont des acteurs, etc. Voilà, et donc t'as envie de dire, investis depuis des années, des décennies. Même. Alors que tu vois, j'adore David Guiraud, mais je suis pas sûr qu'il ait de lien avec Roubaix. De base. Ouais, je sais pas. Je sais même pas. Je vais vérifier, mais je suis pas sûr. Mélenchon, je suis pas sûr qu'il ait lien avec Marseille non plus. Non, à la base, non. Non. Ça me semble pas, hein. Donc, les Thénardier, Garrido et Corbière, de base. Les Thénardier. C'est vrai, parce qu'il y avait des dos en plus, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas mal. En fait, c'est ça, c'est l'idée de se dire, voilà, moi, dans ma circo, la 13e des Hauts-de-Seine, il y a Châtenay, Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine. Je connais la plupart des communes, je suis plus ou moins bien implanté localement. Il y avait un truc à faire, je voulais le tenter. Mais c'est vrai qu'après, d'aller juste...
T'es en train de regarder pour Guiraud, c'est ça? Il est à Paris. Il est né à Paris, ouais. Oui, et voilà. là, il a fait ses études... Paris. Voilà. Ok. Ouais. Il est déjà allé en vacances à Roubaix. C'est connu pour sa il est passé villégiature. par Roubaix, je crois, pour aller en Belgique avec des potes. Voilà, c'est. Donc bref, voilà. Ouais. Donc j'ai traversé tout un tas de trucs. J'ai mis toute ma vie en stand-by en mode vas-y, qu'est-ce que je le fais? Est-ce qu'on le fait? Machin, il faut le faire et tout. Enfin bref. En tout cas, affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais lire avant de vous parler de Macron le Fossoyeur et de faire les médias, les news et notamment la news HMD. On va lire les petits messages qu'on nous envoie, évidemment. Putain, mais en plus, je suis bête, moi. J'ai pas que... j'ai plein de choses à lire, moi, parce que il y a certes les messages que vous nous avez envoyés, là, les commentaires, mais il y a aussi et surtout sur Tipeee. Sur Tipeee, mais vous êtes des malades. C'est ouf. Vous nous avez mis bien, mais de malades. On en est à 15 500 euros. Non, je rigole. 354 euros, 33 tipeurs. Il a eu un haut le cœur. Je fais quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'étais pas au courant. Sur Tipeee, franchement, continuez de nous... Arrête-toi, vous n'avez pas. Non, bientôt. En tout cas, sur Tipeee, continuez de nous donner de la force. Franchement. Nous, franchement, ça nous touche de fou. Et ça nous donne envie de continuer à fond. Et franchement, c'est pas pour faire le mec en mode à pain du gain, etc. Mais nous, si demain, on voit que ça génère, grâce à vos dons, suffisamment d'argent pour faire plus d'épisodes, mais on le fera avec plaisir. Bah oui. Là, si on le fait pas, c'est que c'est une question de moyens. Tu vois, là, on prend tous bénévolement de notre temps parce qu'on fait autre chose pour vivre. Mais alors, à terme, honnêtement, mais avec grand plaisir, si vous voulez qu'on... Je vais commencer par les tipeurs, après Alors, sur les tipeurs là, de ce mois-ci, on a Maximus qui nous a lâché un tips. Merci Maximus. Il y a les prénoms, tu me diras. Il y a Bintou. Alors, Maximus, c'était Jessie. Bintou. Il y a Sébastien qui nous dit, pour vous, les gars, soutien à l'équipe, le switch de la souscription YouTube ici. Ah oui, il y en a plein qui ont switché. Continuez d'ailleurs, parce qu'il y a encore des gens qui sont sur YouTube. Excellent. N'hésitez pas à switcher. Il y a Samia qui nous dit j'aime votre émission tout simplement, j'apprends beaucoup et le ton amical et familier est tout ce que j'aime également, des analyses poussées, précises, vérifiables, vraiment continuer pour qu'on dise qu'à cette époque-là, il y avait des gens bien dans ce milieu, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Merci, j'espère qu'un jour on aura 2 épisodes par semaine, c'est un vrai kiff. La balle est dans votre camp. C'est ça. La balle est dans votre camp. Franchement. Manu, merci à Manu qui nous a envoyé aussi un tip. Merci infiniment pour le contenu que vous proposez. Il est construit, pertinent, captivant, tout en étant porté à travers une ambiance conviviale. C'est marrant, ça revient beaucoup cette ambiance. C'est bien, ouais. Grâce à vous, je me suis remise à lire, notamment grâce aux conseils donnés pendant vos interventions. Votre podcast m'a permis de discuter de certains sujets avec mes amis qu'habituellement nous n'abordions pas. Merci de pousser à la réflexion et de se questionner. Merci à vous et à toute votre équipe pour ce travail de qualité. L'énergie que vous mettez dedans, je vous souhaite de toujours vous éclater dans ce que vous faites et de vous faire plaisir quand vous allumez le micro et lancez le podcast. Trop bien. Il y a Kelly qui a donné aussi un tips, qui a signé le Polytaquin, merci beaucoup. C'est hyper classe. Samira qui envoie un tip aussi, waouh, qui nous a mis bien, qui a aimé Magic Team, on adore votre duo, merci beaucoup Samira. Soraya qui dit bravo et merci pour ce podcast. J'attends toujours avec hâte la diffusion de chaque épisode. Votre émission est très bien ficelée, les sujets traités avec beaucoup de pertinence. Merci pour la grande qualité. Vous êtes une source d'enseignement d'utilité publique. Waouh, j'aurais recommandé à mon fils de 17 ans de visionner votre émission. Je vous soutiens à hauteur de 5 € par mois et je ferai davantage dès que je le pourrai. Mais franchement, c'est déjà énorme. Non, c'est déjà énorme. On est là, c'est trop bien. Ouais, Latifa qui dit merci pour la nourriture intellectuelle et parce qu'on se sent moins seul à penser comme on pense. Il y a Samy qui dit salut l'équipe de CKR, ça fait une semaine que je ponce les podcasts et j'adore. Julide qui dit merci les bros pour ce que vous faites, vous êtes mon média préféré. Merci à Jules, à Estelle, à Tristan, je vais pas lire tous les messages, j'en ai beaucoup, mais merci. Lucas, Ségara, Christelle, c'est ma sœur ça. C'est stylé, c'est merci stylé. Kiki. Neila aussi, Ali. Nadia, Mohamed, Iman, Shafik, après ça on les avait lus, Louisa, Manuel, etc. Mais en tout cas, merci 1000 fois. Honnêtement, merci. Ouais. Vous êtes en or massif central. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un truc de ouf en vrai. Tu te rends compte? Non, mais moi je trouve ça rejoint le thème du travail qu'on avait abordé. Où tu disais, les gens, s'ils étaient yimp financièrement, tout le monde ferait ce qu'il aime. Et les gens se rémunéraient entre eux juste pour récompenser parce qu'ils complètement. On est vraiment dans ça. C'est le travail au sens imagine s'ils tous étaient vraiment très à l'aise. Ils seraient là, tiens, 500 balles, tiens, et on serait là, genre. Mais nous, on serait déjà à l'aise. Nous, on serait là, tranquille. En fait, nous, vous inquiétez pas, on fait une quotidienne, mais parce qu'on kiffe. Oui, mais on kiffe ce que vous kiffez. Donc, du coup, comment on fait? Bah, voilà. C'est ouf.
C'est vertueux, c'est évident. C'est alors Roger. C'est pour ça que je parlais de ce bouquin. On va parler. Bah oui. Non, mais c'était pour dans les messages, dans les réacts, il y a eu Lads qui dit c'est fou. Il me semble que c'est dans le dernier épisode que vous avez soulevé la théorie d'un 3e mandat de Macron. Serait-on en pleine préparation de celui-ci? Merci à vous encore. Je vous envoie toutes mes forces. Vous devenez mon premier média. Merci. Oh franchement. Merci. Ah ouais. Bader Smith qui dit j'arrive en fin de vidéo, j'adhère à tout ce qui a été dit, mais je m'étonne un peu que vous n'ayez pas mentionné la corrélation quasi parfaite prouvée à chaque fois entre le temps de passage dans les médias et les résultats, les deux étant proportionnels. Sinon, cette histoire de temps de parole en fonction des sondages, ça remonte à 2016 environ, c'est la loi Urvoa, du nom du député qu'il avait proposé, qui a remplacé l'égalité de temps de parole par le soi-disant équité. Je pense que c'est des informations qui peuvent intéresser les gens qui votent. Putain, merci. C'était donc ça, ouais. Et c'est lui qui était à la manœuvre de la réforme constitutionnelle pour Tahiti, qui ressemble beaucoup à la discussion, qui a alimenté la discussion sur le 3e mandat. Tout le monde dit, ouais, Tahiti, c'est pas pareil, machin. Ouais, mais il y a un truc, justement. Il y a plein de... tout se goupille, en fait. Il y a Issa Drumi qui dit, depuis la Guadeloupe, je vous regarde et apprécie vos podcasts. Des mémoires depuis Chirac, de mémoires depuis Chirac, la politique française est dirigée par les médias. Chirac était devenu très populaire avec les Guignols et c'est lui le premier grand sauveur de la France face au FN. Grosse manipulation encore. C'est tellement flagrant qui peut le voir. Merci, au plaisir de débattre avec vous. Merci à toi, à toute la Guadeloupe. Ouais. Il y a Youssef qui dit Kevin, je te promets que le mec sur la photo avec Lou Boyard, c'est mon pote. Et franchement, ce qu'ils lui ont fait, c'est horrible. C'est un mec archi sympa qui a terminé ses études, et plutôt pas mal en plus. Et ils l'ont jeté en pâture comme si c'était de la chair à canon. Oh, abusé. C'est un truc de. Ah, c'est abusé de ouf. Bah, merci de nous l'avoir dit, putain, parce qu'on se demandait qui c'était. Bah, c'était gratos. C'était gratos. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que personne ne savait qui était ce mec barbu, visiblement censé être typé maghrébin, qui était derrière Lou Boyard. Ils en ont tous ils ont tous décrété que c'était potentiellement un islamiste. Et voilà la coïncidence, LFI, machin. Allez vous faire foutre. Ça me rend ouf comment vous discréditez les mouvements de gauche actuellement, et genre tout le monde y va, mais de mèche. Tout le monde est de façon collégiale. Les médias, les journalistes, les éditorialistes, tous les personnages politiques de gauche, genre PS jusqu'à, enfin Valls, la droite de la gauche. La droite de la droite. La droite de la droite. Il y avait des gens qui étaient gauchers. C'est ça, exactement. Et tous les gens sont là en train de dire, de toute façon, elle est fille antisémite, de toute façon, le proche de l'islamisme. Moi, je me suis embrouillé avec un pote à moi. Qui me dit, mais Kevin, tu peux pas dire que LFI ne fait pas du clientélisme chez les islamistes. Je lui dis, mais sors-moi un moment où ils ont cité des sourates. Je dis, les islamistes, genre salafistes, ils s'en battent les couilles de la politique. Déjà, oui. Déjà. Et parce que s'ils parlent des autres islamistes, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus justement dans la politisation de l'islam, il y en a pas en France. C'est-à-dire que même s'il y a des structures, même s'il y a des structures qui sont originelles de ça, eux, ils sont soit câblés sur leur pays d'origine, soit en fait ils sont simplement dans une logique de citoyenneté qu'on peut critiquer, c'est-à-dire d'utiliser l'impératif religieux pour mobiliser la citoyenneté. On peut critiquer ça, mais ce n'est ni illégal ni malsain. Le parti chrétien, ça a dérangé personne. Oui, les chrétiens démocrates, évidemment. Ça a dérangé personne. En Allemagne, ils ont gouverné. Enfin, c'est Merkel, fait partie de ce truc. À la base. Bah oui. Donc, en gros, on peut... Non, mais encore une fois, on peut le critiquer. On peut considérer qu'il n'y a pas besoin de mobilisation religieuse pour la question citoyenne et républicaine. On peut parfaitement le considérer, ça, il n'y a pas de souci. Il y avait, comme en France, il y a eu même une tradition, même des chrétiens anticléricaux. Il y a des chrétiens qui disaient qu'on veut que les églises nous foutent la paix. Qu'elles ne disent pas ce qu'il faut faire dans les élections, ce qu'il faut faire au niveau politique. Donc ça existe, il n'y a pas de souci. Mais ce truc très facile, ce qu'on appelle l'effet de l'épouvantail, où tout de suite tu mets islamiste, donc tout de suite ça bloque les esprits. On comprend plus. Musulman. Voilà, hop, ça bloque tout. C'est grave. C'est ça, c'est l'enfer. Il y a Mace D qui dit j'adore ce que vous faites les gars. Ah, si j'étais riche je ferais pleuvoir des billets sur vos deux petites têtes. Oh là là, c'est adorable. Lol. Bon, pour les chasses de Schrödinger, c'est pas tout à fait ça. Si vous avez besoin d'un consultant en sciences, je suis là. Sinon, pronostic sur l'Assemblée, moi je dis que Macron continue à faire monter le FN pour aboutir à la plus horrible des chimères politiques. Présidence Macron, gouvernance marine. Puis Macron pousse à la guerre avec la Russie pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. On prend tout est absolument crédible. Tout est crédible. C'est pas forcément ce qui va arriver maintenant. Visiblement, on en parlera. Mais bien sûr que tout est parfaitement crédible. Il y a pas de. C'est ça qui est génial en vrai, si je puis dire, et affreux en même temps. C'est que le champ des possibles est malheureusement bien ouvert. Ouais, c'est ça.
Il y a Otto qui dit encore une émission de qualité, ce qui est appréciable, c'est la Merci. simplicité de vos explications. Merci beaucoup. Ouais, Contrairement à d'autres, vous êtes honnête et vrai. Grosse force à vous et surtout que Dieu vous protège et vous garde. Machallah, l'émission de qualité. Merci beaucoup. Adorable. Sofiane qui dit merci pour cette vidéo un peu à chaud, mais une alternative à BFM TV me soulage parce que je me sentais comme une merde à devoir allumer BFM pour avoir les résultats autres que sur Twitter. Ah bah tant mieux. Ça c'est cool ça. Si on avait les moyens. Si on avait les moyens. Esfia qui dit prophétie autoréalisatrice, c'est exactement ce que fait le système médiatique. Coco d'un Schnorr qui dit je suis blanc, hétéro, classe moyenne et franchement vu l'évolution du pays je commence à me dire qu'il va falloir à un moment se tirer de cette France facho en devenir. Alors énorme pensée à tous ceux qui ne correspondent même pas aux critères du mot français, de tous ces dingues, vous devez pas être bien. Putain merci. C'est beau de le dire. Ouais. Et puis il y en a d'autres. Merci. Merci. Quelqu'un qui disait je me réveille au milieu de la nuit, je regarde l'heure sur mon téléphone et je vois une notif de CKR, le titre m'abasourdit et là j'enchaîne avec l'émission directe. Merci pour votre application. J'avoue, parce que je l'ai lâché en fait une fois qu'il a été uploadé, je l'ai pas programmé. C'était à 6h du mat, non? Non, mais il est sorti à 3h du mat, très exactement. 3h du mat, ah ouais. Donc on a fait des... On a fait des petites... Tant mieux. Et je lui dis un dernier qui dit pertinent le podcast, big up de Nouvelle-Calédonie, Kamaki. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Alors avant d'attaquer la petite news HMD, je me tourne vers l'écran. 0-0, ok. Allez, c'est parti pour la news HMD, la petite news... Hamdoulillah. Alors, la petite news HMD, elle nous emmène en Espagne, à Madrid. Pourquoi? Toi, tu connais bien l'Espagne, toi, en plus. Un petit peu, ouais. C'est un peu ton fief, à Skip. Alors, j'adore ce pays. Pour répondre à la crise du logement, la ville de Madrid prévoit de convertir des immeubles de bureaux vacants en habitation. Environ 180 bâtiments à Madrid sont éligibles à cette transformation, visant à créer jusqu'à 20 000 nouvelles unités résidentielles. C'est Euronews qui nous lâche ça. C'est mortel. Le télétravail entraîne la sous-utilisation des bureaux. Sans déconner, c'est mortel. C'est trop bien. C'est une superbe idée. Ouais, c'est bien parce que nous aussi, on en a des logements vacants en France. Pas qu'un peu. Paris ? Va voir Paris. Ouais. Tu sais, quand tu vas vers Opéra, etc. Ouais. Bon, parce que c'est super cher, mais c'est surtout que c'est à la base souvent prévu pas pour de l'habitation. C'est pour des bureaux, pour des entreprises, etc. Et c'est vide. Alors après, je parle même pas de la spéculation immobilière sur les grands immeubles de bureaux, tu sais, qui sont vides. Ah oui. Ils sont toute l'année, alloués. 15 000 mètres carrés divisibles. Ouais, ça reste comme ça. Et en fait, c'est les BNP Paribas, les machins, c'est de la dinguerie. C'est complètement fou. Et tout cet argent, en fait, c'est juste pour faire spéculer, mais tu n'amènes rien dans le réel. Tu vois ? Ouais. Et là, c'est fort parce que elle fait passer sur la question du télétravail. Je me souviens quand je faisais encore des cours, je donnais des cours au lycée, j'ai répété ça à mes élèves sur le truc qu'en réalité, donc c'était bien avant le Covid, je leur disais, mais en fait, pratiquement 40 à parfois ça peut monter jusqu'à 60% selon les secteurs, des activités de bureau ne sont pas nécessaires en bureau. Ouais. Parce qu'à la limite, les réus ou quoi que ce soit, tu peux faire chez soi. Donc, t'imagines si on repassait en télétravail, machin. Alors oui, il y a la question de la socialisation professionnelle, etc. Mais franchement, on a une suroccupation de bureaux qui au final est inutile. Et au final, on a un développement de tellement de contingents de bureaux qui servent à rien. Ouais, et alors qu'il y a des gens qui attendent des 10 ans pour des logements sociaux et tout. Non, c'est clair. Des logements décents, absolument. Non, t'as raison. Mezze Directos. Allez, on enchaîne avec le Mezze. Les petites news à picorer. Là, c'est Guillaume Meurice. On commence avec Guillaume Meurice, humoriste de France Inter. Il a eu sa rupture anticipée de son contrat de travail. Je savais même pas qu'on avait des contrats de travail quand on était chroniqueur, en vrai. Je pensais qu'on était payé à la pige, tu vois. Mais lui, il était... peut-être un fixe. Lui, c'est un fixe quand même depuis le temps. Ouais. Et donc, il a été parce que c'est vrai que, rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. La raison, c'est pas la vanne sur Netanyahou, c'est la déloyauté répétée à l'égard de France Inter. Non. Ouais, super. Ah, le parce qu'il pouvait pas dire. Parce que c'est opposable au niveau juridique. Hein. Ah, mais ils vont être dans la merde. Il va te dire. Donc, déloyauté, ça veut dire notre charmante Adèle Van Rett, hein. Ouais. Très au point avec la liberté, les grands principes, etc. Ouais. En gros, elle a dû appuyer sur le fait qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne qui est imposée par la direction, et qu'en fait, il a malmené cette ligne. Donc, je pense que ça doit se faire avec des mails et tout, hein. Et qu'en fait, il a été donc déloyal. Il doit y avoir une bonne manigance juridique là-dessus. C'est-à-dire des bons petits juristes sociaux qui étaient derrière. Oui, faites ça, envoyez un mail comme ça. Dites-lui que la direction demande
que vous gardiez le silence sur le sujet ou que vous soyez dans la réserve sur ce sujet. Ils ont dû le répéter ça plusieurs fois. Je spécule, hein, c'est une hypothèse. Et qu'en fait, bah, il est taquin. Il est taquin. Donc, il a continué. Bah, t'as eu l'instruction professionnelle de ton bureau, etc., qui t'a demandé de faire ça. Tu n'as pas respecté, en gros, la hiérarchie. Parce que c'est un peu ça, la DET. T'as pas respecté la hiérarchie, donc ça donne une faute grave. Mais c'est extrêmement grave. Ouais, mais non, mais c'est dingue ce qui se passe. Mais c'est un truc de... Ah, Charlie, hein. Ouais, Charlie... Là, il a tiré une balle dans la tête, il l'a enterré dans la série. Mais tu te rends compte que faire une vanne sur un premier ministre d'un pays étranger, c'est plus grave que de faire des vannes sur des terroristes. Enfin, tu crains plus pour ta life. Alors que t'as envie de dire, bah, je sais pas, normalement, moi, j'aurais eu peur de faire des vannes sur des terroristes, et pourtant, tout le monde me protège, tu vois. Ouais, voilà. Heureusement, tu vois. Oui, exactement. Et tout le monde te dit, bah non, il faut y aller. Sur de la religion, tu vois, t'y vas à fond, sur la religion, etc. On a bien vu sur la religion. Ça va, hein. Et là, par contre, c'est chaud. Non, là, pardon, non, Netanyahou, non, je peux pas. Bah, ce qui est parfait, c'est que, regarde, le truc le thème, c'est déloyauté, déloyauté répétée à l'égard de France Inter. C'est impressionnant, parce que du coup, France Inter, public, hein, c'est nous, hein, c'est nos impôts, hein. Ouais. France Inter prétend ou affiche que sa loyauté est envers Netanyahou, du coup. Ou le gouvernement, bah oui. Parce que concrètement, il a été déloyal à qui? Fondamentalement, factuellement. Bah, France Inter et France Inter, parce que France Inter ne voulait pas que... Voilà, mais il était déloyal, en fait, envers Netanyahou. C'est sûr que s'il travaille pour Netanyahou, Guillaume Meurice, c'est pas gentil. Ouais. Tu vois, t'es pas très cohérent, t'es pas très loyal. Ouais. Mais il me semble pas que France Inter travaille pour le cabinet de Bibi, en fait. Je crois pas, hein. Bah, ou alors, écoute, il y a depuis le 7 octobre, faut qu'on vérifie les médias français s'il y avait pas dans les conditions générales, s'il y avait pas un switch à un moment où... Parce que ça, c'est chaud quand même. Ça, c'est quand même très très chaud. On l'aura interprété comment? Ce qui a dû peut-être se produire, parce que c'est arrivé quand même. Des vannes sur Bachar el-Assad? Ouais, déjà. Ou... Sur Poutine? Aussi. Tiens, tu vois, et même, j'ai envie de dire, même sur le côté, si c'était sur Macron et qu'on l'aurait viré, on aurait dit que c'était pas bien. Bon, c'est déjà arrivé, hein, en fait, il semblerait. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a des... Bah oui, il y a eu des purges aussi. Ah ouais, j'ai l'impression que Macron, ça va. Ouais, enfin, doucement. Par contre, sa femme, je sais pas. Ouais, c'est un peu compliqué. En France, j'ai l'impression que... aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont plus chauds sur le dossier... de la femme de Macron que je vois Candace Owen chez Pierce Morgan, elle est encore à fond dessus. Hein. Je dis, bah non, c'est le nouvel Ops. Il lâche pas. Elle lâche pas l'affaire. Non, mais en fait, on pourrait se dire pourquoi elle lâche pas l'affaire sur est-ce que Brigitte est une femme trans ou pas. En vrai, on s'en bat les couilles. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que en fait, c'est une première dame, elle est censée. Enfin, ils sont censés dire la vérité, machin. Bon, moi, je m'en fous un peu de ça. Mais par contre, il y a un truc, il y a un autre axe. Oui. Il y a un autre axe qui est ultra intéressant. Elle dit non, mais parce qu'en fait, il faut pointer du doigt la perversité de tout ce que c'est. Parce qu'elle l'a rencontré, elle avait 39 ans, il en avait 15. Ah ouais, donc que ce soit il ou elle, c'est même pas vraiment pas le problème. Nous, c'est pas ses crèmes, c'est chaud. Non, ça c'est en fait, c'est pour ça que c'est là que c'est très ouf. On parle de pédophilie, hein. Enfin, avec en plus aggravé parce que prof. Tu sais, c'est aggravé, hein. Ah oui, c'est aggravé. Quand il y a un lien, il y a un lien d'emprise et tout, donc c'est vraiment aggravé. Donc, non, là, il y a rien qui va. C'est-à-dire que sur ce dossier-là, il y a vraiment rien qui va. Hein. Il y a eu des commentaires, Mousse qui dit voilà où nous ont emmené les compromissions de la Macronie à l'égard des fachos. Caius Remastered qui dit moi qui ai grandi en regardant les Guignols tous les jours, c'est plus que malheureux ce que est devenu la France. J'espère qu'il n'en restera pas là. Et qu'il sera réintégré par les prud'hommes. Non, faut plus qu'il les réintègre, parce que c'est la même... tu sais, tant que tu bosses pour le même employeur, c'est mort. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il aille créer son truc, ou qu'il, tu vois, il rejoigne un... C'était quoi l'apparition sur RTL, là? C'était c'était un happening, c'est tout. Ouais, parce qu'il y avait son pote Vizorek qui était... Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Après, en vrai, là, il a le vent en poupe. Hein. On lui a même proposé une investiture Front Populaire. C'est vrai? J'étais dégoûté. Ouais, donc ça propose à lui et moi ça me propose à... écoute, c'est une question de hype, hein, c'est comme ça. Écoute. Ouais, vraiment c'est une question de hype, c'est vrai. Yacine Ozur qui dit j'aime vraiment pas ce type et il y a une forme de karma après toutes les réjouissances qu'il avait eues, mais ça reste une censure et c'est déplorable. Ouais, c'est vrai. C'est bien, tu vois. Mais c'est une censure, ça, il n'y a pas de... censure, il n'y a pas de doute. Ah, franchement. Il y a alors une cinquantaine de militants d'ultra-droite qui ont défilé masqués dans les rues de Lyon et ont agressé plusieurs personnes. Ils ont scandé la rue, la France nous appartient. Alors déjà, pourquoi ils manifestent masqués si la rue leur appartient? Ça, c'est clair. De toute façon, c'est simple. Les néo-nazis, souvent, là, qui défilent en France, c'est des grosses lopettes qui veulent... Mais c'est pas... la République, elle se vit pas à visage découvert?
Normalement, normalement, on n'a pas le droit de manifester masqué. Ouais, et puis depuis la loi sur la burqa aussi, il me semble. Et dans les manifestations, il y en a pas qui se font dégommer habituellement dans les autres manifestations quand ils cachent leur visage. Normalement, t'es pas censé le faire. Mais c'est surtout comment... moi, je me rappelle de la vidéo, genre, quand ils avaient attrapé un gars qui était de la manifestation néo-nazie qu'il y avait eu à Paname, là, il l'avait attrapé, il s'était pissé dessus et tout. Genre, littéralement, ils l'ont vu à Gare de Lyon. Il fait, mais toi, t'es raciste, t'es avec les autres racistes, viens ici. Il était là. Et il était en train de... Et tu le vois, grosse trace de... Et t'as envie de dire, alors là, chacal, apparemment... C'est une tradition chez les reines, apparemment. T'as envie de dire, alors là, quand t'es plus avec les copains, avec The White Race sur le t-shirt, quand t'es plus entre bandes de racistes, ça fait moins de mal, fragile. Ah, mais vraiment trop fragile. Chacun le main-up un peu. Genre, vraiment, si tu te dis que tu crois à ton truc d'épurer la race, vas-y, là, t'avais des gars devant Watt, épure-les. Ouais, épure fort. C'est un truc de ouf, lui. Ils font trop les malins, là. Alors qu'en vrai, quand tu les vois en un par un, ils sont ridicules. Ils sont ridicules, on dirait Franklin la tortue, c'est ni plus ni moins, ils sont là, non mais ça va, tranquille, moi je veux pas de problème et tout. Et après dès qu'ils sont là, non, frère, calme-toi un peu. C'est des aventuriers. Mais oui. Ils essaient de se construire ou de s'inventer du courage. Une sorte de bravoure dans des fantasmes. On le voit un peu quand t'entends un peu les nations à 2 balles là sur YouTube, etc. qui te réinventent l'histoire en plus, c'est pathétique. Tu sais, parce que par exemple, tu les entends, c'est des nostalgiques des Vikings. Tu fais, ok, il y a des Vikings musulmans, il y en a eu même plein. Ils se font un délire sur les Romains. Sur les Romains, il y a au moins 3-4 empereurs maghrébins et des empereurs arabes romains. Romain, bah oui. Tu sais, Philippe l'Arabe. Tout est dans le titre, en fait. Tu sais, mais littéralement, tu vois. Mais vraiment. Et quand tu vois son buste, mais il fait plus typé que moi, je te le dis tout de suite. Ah ouais, d'accord. Et je te parle même pas de Caracalla, de Septime Sévère, etc., qui sont, eux, typiquement maghrébins, dont la mère est syrienne et tout. Enfin, donc, tu sais, ils sont dans des fantasmes. Mais vraiment, où en fait, ils n'arrivent pas trop à s'identifier ce qu'ils sont des Celtes ou des Gaulois ou des Étrusques. Ils n'ont pas compris que c'était... non, mais ils sont et l'histoire, c'est pas ce qu'on vous raconte. Parce que je sais que, vraiment... Nos ancêtres les Gaulois, le récit national... Ouais, nos ancêtres les Gaulois qui étaient en fait tous, à la moitié, c'est des sénateurs romains. Vercingétorix, il était quasiment un captif chez César, et puis il travaillait à un moment donné chez les Romains, et puis il avait la citoyenneté romaine, et finalement, après, il s'est un peu retourné contre lui, on n'est même pas trop sûr pourquoi, et à la fin, parce que toute l'histoire qu'on a eue, c'est Jules César qui l'a écrite en fait en faisant la conquête des Gaules et tout. Oui, c'est pas Uderzo. non mais tu vois même d'ailleurs tu vois la représentation qu'on a des Gaulois, elle est beaucoup plus vraie en Belgique. Tu vois, dans le nord du pays et en Bretagne, chez les Celtes, ça serait les figures gauloises, elles ressemblent plus aux Celtes, si tu veux. Mais à un moment donné, l'Empire a tellement pacifié qu'il est monté jusqu'en haut de la Grande-Bretagne, avec le mur d'Adrien et le mur d'Antonin. Regarde la photo de Philippe l'Arabe le bus. Ouais, non mais on dirait un Égyptien. Non mais grave, parce que lui il est d'origine en plus syrienne. Donc lui c'est de la région syrienne. Mais tu sais, c'est-à-dire qu'il parle arabe même en plus. Il parle latin, mais il parle arabe également. Ah oui, d'accord. Caracalla, c'est pareil. Caracalla, mais c'est un maghrébin, c'est un libyque pour le coup, ou un libyen comme on le disait pour l'époque. Donc c'est pareil. Et c'est pour ça que ils sont tous dans une mythologie, dans une sorte de fantasme d'une pureté blanche européenne, sempiternelle, millénaire. Tu fais mais non, en fait il y a eu plein de c'est bien. Putain, mais ouais. On a loupé le but. C'est fort. Voilà. Attends, on va regarder. On regarde le replay là. C'est obligé. Alors là, et c'est qui déborde là? Ouais, avec un centre. Mbappé. Il sort. Ah bon, 2 buts. En fait, c'est Mbappé qui déborde. Voilà, petite feinte comme il fait, il se plaise. Il tire. Et non, il a voulu centrer. C'est un contre son camp. Il va te valider contre son camp. C'est un CSC de l'Autriche. Ouais, ça va être un contre son camp. Ouais, c'est un contre son camp. Ouais, ok. Bon, bah écoute, c'est bien, ça commence bien. Oui, c'est cool. Oui, ça met en confiance, c'est important. Il y a eu quelques commentaires d'ailleurs là-dessus. Paul qui dit ils veulent la sécurité en créant l'insécurité. C'est quand même génial comme manière de faire. C'est comme les racistes, là, style, comment il s'appelle, là, Geoffroy Lejeune, le mec de ancien JDD. Ouais, le jeune. Non, du JDD, oui, ancien Valeurs Actuelles. Oui, parce que ça bouge comme on veut. Ouais, c'est les chaises musicales entre Cicera. Et Geoffroy Lejeune qui avait dit si LFI est au pouvoir, et ben j'irai dans un autre pays. Et t'as envie de dire, attends, mais non, mais surtout, vous refusez que les réfugiés de guerre, ils viennent en France. Ouais. Par contre, vous allez dans un autre pays. Et tu crois qu'on va t'accueillir comment, tu vois? Voilà. Et là, tu te poses pas la question de, attendez, j'espère quand même qu'on va bien m'accueillir. Mais non, ça sera un expat.
Ouais, ça sera un expat, c'est pas... Ouais. Il va se mettre bien entre expats. Ouais, un expat. Ah, ils me foutent le seum. Non, mais ils sont vraiment cons. Vraiment, j'ai rien contre les racistes, mais ils sont cons. Vraiment, juste, ils sont très cons parce qu'il n'y a aucune logique dans leur... Ah oui, bien sûr. Aucune logique. Ça, c'est la base. Oh là là. Et encore une fois, hein, malheureusement, le racisme est la chose au monde la plus partagée, hein, de toute façon. Donc, c'est malheureusement. Hein, c'est le truc, en général, en fait, c'est très répandu chez les êtres humains, malheureusement, hein, on l'a déjà dit. T'as des pays qui sont encore plus timbrés, des fois, que ce qu'on peut nous voir ici. Hein. L'Inde, c'est chaud, hein, l'Inde. Hein. Ouais, les mecs sont dans une sorte de mythologie flippante. Hein. Tu sais, les Indiens hindous, mais lui et sa bande, hein, c'est des gros malades mentaux. Et les gars, en plus, tu sais que c'est pas une blague. Les mecs, ils te disent que ce sont des blancs. Mais vraiment authentiques. Les mecs, ils disent on est des blancs, des purs blancs. Ils font des sortes de préparation et prévention génétique pour s'assurer que ton enfant sera vraiment blanc. Et là, tu fais, mais tu ressembles à Apu, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton plan, en fait? D'où tu crois que t'es... Mais où? Comme Hitler. Oui, tu sais, c'est des... Mais c'est là que tu dis... Tu sais, t'entends regarder, c'est une blague, c'est un sketch. Ah, mais ils sont dans ça, eux. Mais littéralement, mais tu sais, c'est eux, la race aryenne, etc. Et tout, ça vient aussi d'Inde. Hein. C'est pour ça que la croix gammée, c'est une croix indienne. Hein. Oui, c'est le... Donc, je sais plus comment elle s'appelle. La swastika. Voilà. Et en fait... J'allais dire Bratislava, il n'a rien à voir. Ouais, autre délire. Et tu vois, mais... Vraiment, eux, ils sont là, ils disent Hindustan et tout. C'est en gros, pareil, ils font un mélange aussi entre nation, en tant que peuple, ethnie, et la religion. Tu vois, comme Israël. Le peuple juif, exactement. Eux, c'est le peuple hindou, donc c'est le peuple de la religion hindoue pour le Hindustan, c'est-à-dire la terre des hindous. Donc là, on est bien dans le délire d'espace vital, hein, le truc bien nazi, tu vois. Et donc, tout ce qui n'est pas hindou doit être épuré. Mais c'est des trucs de malades mentaux. Et ils s'attaquent aux musulmans de manière très violente, parce qu'ils sont très nombreux, les musulmans, dans le sous-continent indien, mais aussi contre les Sikhs. Il y a eu à un moment donné, on était à 2 doigts d'avoir un génocide, mais en direct, ça a juste devancé de quelques décennies, mais il y avait un grand temple sikh, qui... Tu vois, donc les Sikhs, c'est quoi? Les Sikhs, c'est une religion. C'est une religion. Une maladie. Je sais pas pourquoi. Parce que Sikh en anglais, c'est malade. Oui, c'est ça. Exactement. Désolé pour les Sikhs, désolé. Ce côté. Pourtant, je suis pas un anglophone de taré, hein, mais bref. Donc, j'avoue. Mais non, mais en gros, parce que je pensais à un syncrétisme, mais bon, peu importe. En fait, parce que c'est une religion qui combine en fait différentes doctrines. Parce qu'elle est assez tardive, elle apparaît au XIIIe, XIVe siècle, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et à ce moment-là, en gros, tu sais, ça fait un peu un mix avec une spiritualité hindoue brahmanique et des spiritualités musulmanes. Ok. Voilà. C'est eux qui n'ont pas le droit de se raser la barbe et se couper les cheveux. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'ils mettent des turbans. Tout à fait. C'est exactement. Pour eux, c'est sacré, c'est super important, etc. Ils ont un lieu de culte qui est super, magnifique. Tu sais, c'est une sorte de très grand bassin, avec un truc doré au milieu qui est à l'air central. Je crois qu'il y a un saint qui doit être enterré là. Et donc, ils font un pèlerinage là-bas. C'est un monument super important dans le sikhisme. Et à un moment donné, ils avaient donc une fête, une célébration religieuse super importante. La petite fille de Gandhi, qui est devenue première ministre de l'Inde. Ouais, c'est chaud. Non, parce que c'est très chaud. Grosse tarée. Hein. Non, mais quand je te dis grosse tarée, très grosse tarée. Ah ouais. Tu sais, elle est encerclée avec des tanks. Elle dit, ouais, c'est bon, on en finit avec eux. Allez. Et c'est les Anglais qui ont dit non, il y a la télé et tout, les droits de l'homme, tout ça se voit, faut pas faire ça. Et elle dit ouais, mais j'en peux plus et tout, Hindustan. Non, mais tu sais, c'est des gros malades. Il est vraiment dans ça. Ah, mais totalement. Elle a fait des stérilisations. Hein. Non, mais c'est pour. Et j'ai un pote qui ose me dire, toujours le même pote. Quand il me disait mais regarde, même en Inde, je sais plus, il me parle de l'Inde. Il m'a pris l'exemple de l'Inde pour me dire, pour me parler de l'islamisme, et je lui dis mais t'es renseigné ou pas? En Inde, c'est tout l'inverse. Ils sont martyrisés, ça devient limite ségrégationniste et tout. Oui. Ils commencent à faire voter des lois hardcore. Il me dit à ton avis pourquoi ils font ça? C'est parce que justement c'est la montée de. Non mais on se parle plus. Hein. On se parle plus parce que vraiment il m'a rendu ouf. En fait, je l'avais mis sur un piédestal d'un point de vue intellectuel, mais je me suis rendu compte qu'il s'est fait bouffer par fatigue. Non mais c'est un truc de ouf. Non, en fait, il y a c'est même né. Une partie de l'islamisme moderne est née dans la région, c'est-à-dire entre le Pakistan et l'Inde. C'est même ce qui est à l'origine de la scission. Parce que tu sais qu'avant, le Pakistan n'existait pas. En fait, tout ça, c'était ce qu'on appelle justement le sous-continent indien. C'est la même culture quasiment. Il y a culture, c'est un bien grand mot, mais disons, c'est le même espace civilisationnel. Tu vois, au niveau des langues, parce que c'est plusieurs langues indiennes.
dans le sens, tu sais, le hindi, le ourdou, qui se ressemble beaucoup, le tamoul. Il y en a même énormément. Mais c'est d'une richesse astronomique. Mais c'est une histoire qui est assez tumultueuse. Tu vois, et en particulier sur la question religieuse, ça c'est vrai. Les Moghols, pas les Mongols, qu'on est en arabe, les Marouls, donc les Moghols, M-O-G-H-O-L, ont été, en fait, pour le dire très clairement, des prédateurs en fait politiques qui ont été très brillants au niveau. C'est eux, le Taj Mahal, c'est un vestige moghol. Par contre, c'est pas un lieu de culte, le Taj Mahal. Tout le monde pense que c'est une mosquée. Non, c'est un mausolée. Ah ok, tout simplement. C'était pour sa femme. Et il voulait faire la même pour lui, en noir. Sauf qu'il est mort avant, et tout le monde le détestait, donc on lui a dit, vas-y, dégage. En noir ? Ouais. Du marbre à tout. Ah ouais, non, mais... Non, j'avoue, grosse dinguerie. Mais c'était des gros dingues. Mais c'était des gros dingues. Et ils ont fait des massacres. Ils ont fait des trucs pas bien. Tu vois, les Moghols. Donc des Moghols musulmans. Mais bon, plus musulmans du tout, là. Parce que là, ça va plus du tout. Mais des gros malades. Et ça a créé un trauma en Inde. Ça a vraiment créé un trauma en Inde qui a été cultivé par des, on va dire, les débuts du nationalisme indien, tu sais, de nous, on est des vrais hindous, on va pas se faire avoir par des envahisseurs, parce qu'ils les considéraient ils considéraient l'islam comme un truc qui venait de Turquie, d'Afghanistan, etc. Alors que non, ça s'est développé depuis super longtemps, quasiment dès le 7e siècle, vraiment dès l'aube. Mais bref, tu vois, ça donnait ces éléments compliqués. Tout ça a créé un contexte très tumultueux par rapport à la question religieuse et la question de l'identité culturelle. Et ça pouvait se régler de manière très tranquille. Mais on n'a pas toujours eu des fines lames. Pourtant, même si l'Inde nous a fait sortir des génies en maths, en physique, etc. Et en fait, au lendemain de la colonisation, tu vois, britannique, quand même, c'était ça, là. Et ben en fait, il y a eu une discussion qui s'est faite avec les leaders indépendantistes, Gandhi, Nehru et 2-3 autres dont je ne me souviens pas le nom, mais c'est normal. On va voir pourquoi. Est-ce qu'on fait une Inde multiculturelle et multiconfessionnelle, ou est-ce qu'on fait une partition où il y a un territoire pour les hindous, en fait, les hindous, et un territoire pour les musulmans? Bon, ben, moi je considère que c'est une gravissime erreur. Pakistan, ça veut dire quoi, Pakistan? Ça veut dire la terre des purs. Tu vois, c'est pas une ambiance sympa. Enfin, moi, j'aime pas ce genre de délire. J'aime pas du tout cette rhétorique-là. Il y a des intellectuels musulmans qui venaient d'ailleurs, qui ont participé en fait à ça et qui ont contribué. Eux-mêmes à la fin, ils ont dit on a fait une connerie en fait, on n'aurait jamais dû. Le Bangladesh aussi, Bangladesh c'est une partition également. Le Bangladesh. Ça veut dire la terre de quoi là? Je n'ai aucune idée, tu vois. Des gens en galère. Des gens très très en galère, ou de ceux qui font des chaussures ou des ballons de foot. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça en fait la réflexion qui se mène, c'est que quand tu les vois rentrer dans un délire, les gens qui sont nationalistes ou racistes, ils sont obligés de s'inventer des gros mythes. Par exemple, tu vois, pour l'histoire de France, là, 100% des nations, là, des fachos, de ce que tu veux, des débilos en fait, ils ont une version de l'histoire de France qui date de Napoléon III, c'est le 19e siècle, le roman national. Tu vois, la France était comme ça. La France a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est connu, même les historiens dans l'historiographie te disent l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, ce roman, tu sais, le truc de nos ancêtres les Gaulois, Clovis, toutes ces étapes-là, c'est du roman national, mais vraiment vitef, qui ne respecte ni l'histoire, ni l'écriture, ni l'intelligence, et qui met juste des grandes dates comme ça, symboliques, avec des gros schémas très grossis pour montrer que, voilà, la France, c'est ça a toujours été ça n'a été que ça. Et en fait, l'historien te dit, non, les gars, faut tout réviser. Et l'excellent livre, je l'ai pas ici, l'excellent livre, L'histoire mondiale de la France, c'est excellentissime. Ça remet, c'est un truc super important qui a été développé par un historien américain entre autres, mais c'est celui qui en avait le plus parlé à un moment donné, il est mort assez jeune, c'est Marshall J.S. Hodgson, qui développait en fait cette notion de world history. C'est vraiment l'histoire mondiale. Il disait faut arrêter de croire qu'il existe une Europe, une Afrique. Il dit non, l'histoire elle est mondiale, elle est enchevêtrée. C'est un truc de racisme. Ben, oui, exact, de nation, exactement. Et il disait que non, il faut analyser en fait les enchevêtrements qui sont multiples, ultra riches et ultra intéressants, et qui permettent aussi de comprendre et des lignes de tension et des lignes de coopération, et aussi comment les langues se sont diffusées, etc. Comme le truc de... Tu sais, tout le monde qui s'amuse à dire qu'il y a la langue grecque et puis il y a la langue arabe, etc. Je découvre dans l'excellent livre des mondes anciens, dirigé par Joël Cornette, sur le Proche-Orient, que tu as des sophistes à Athènes en 200
qui parle arabe, mais un arabe très ancien. Ah ouais? Un arabe sabéen. C'est un truc de fou, ça. Dinguerie. Tu vois, et c'est là que... Mais ça, faut lire l'histoire, faut l'approfondir. Et ça, tu le dis souvent. Tu le dis souvent. Ouais. On va lire les théories aussi des viewers. On vous avait demandé vos théories sur la politique, et on va le faire. À votre avis, que va-t-il se passer après ces élections législatives, etc. Alors il y a Max qui nous dit: si le RN obtient la majorité relative, il prendra les Français à témoin en expliquant qu'il est inconcevable que le parti de Jean-Marie Le Pen arrive à Matignon et qu'il est nécessaire de faire barrage. C'est pour cette raison qu'il décide de se retirer pour mener la bataille contre l'extrême droite. Il démissionne et Gérard Larcher devient président par intérim. Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, lui permettant alors de se présenter une troisième fois, incarnant l'ordre et le calme dans ce chaos. Il est réélu et il pourra... Et après, on n'a pas la suite. Mais il pourra. Oui, il pourra nous douiller. Voilà, mais toi, t'avais pas dit, tu t'étais renseigné en disant que normalement, si tu démissionnes, c'est pas compté comme un. Pardon. Si tu démissionnes, c'est pas compté comme un. C'est pas compté comme une fin de mandat, un mandat interrompu. Oui, en fait, c'est... Disons qu'en réalité, je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit c'est tranché, ils se disent non, dès que tu commences un mandat, le mandat est réputé complet. Bah non, en fait, c'est pas vrai. C'est, en réalité, faut le répéter, c'est interprétatif. Et il faut être très clair, à part le droit pénal, tout le reste est d'interprétation, en fait. Et c'est ensuite, il faut voir quelle interprétation va l'emporter. Ouais. Et ensuite, il y en a plein qui commencent à le dire. Et qui va avoir le dernier mot sur l'interprétation? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est le Conseil d'État? Tu vois, ensuite, c'est pour ça que faut jamais quand les gens disent non, mais c'est la Constitution. Tu fais vous savez pas en fait, vous êtes pas au courant. Juste que vous êtes pas au courant, c'est mieux. C'est on peut jouer beaucoup avec les textes. C'est fait pour ça d'ailleurs les textes. Et on fait ça depuis, par contre, des millénaires. Là, c'est pas nouveau. Le truc de tu sais, tu ne tueras point, c'est un vieux texte. Hein. Crois-moi qu'il a eu des aménagements, ce texte-là. Donc, franchement... Il y a Mushkin92 qui dit « Autre scénario, le RN confirme son résultat aux législatives, Macron démissionne, et avec l'assentiment du Conseil constitutionnel, il se représente. Sachant que le RN est un joujou des partis maastrichtiens, il rejoue la énième carte de la peur, de l'extrémisme, et les Français ayant 2 neurones, ils le réélisent pour 2 mandats supplémentaires. C'est pas gentil. C'est quoi cette carte des partis maastrichtiens de pro-Maastricht? Oui, c'est pour qui valide l'Europe en fait, qui valide l'Europe calé, c'est-à-dire dégueu en fait, qui pompe nos finances et qui nous appauvrit au faveur des grands groupes industriels. Il y a une autre théorie de KHH qui dit: pour commencer, merci pour les podcasts de qualité. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Merci à toi. Ma théorie est la suivante: RN vainqueur, cohabitation compliquée, climat de guérilla civile qui divise la population, ce qui amène à un éventuel état de siège. De ce fait, le mandat est écourté, donc non complet. Représentation de Macron en 2027, une pièce de théâtre, ce gouvernement. Bah, ça, il y a beaucoup de gens qui disent la même chose que toi, en fait. Et petite théorie, comme demandé, de Jubev, qui dit: alliance entre le LR et LREM, ça provoque l'éclatement total des LR qui se dissout dans le LREM, sauf que certains finissent par rejoindre le RN Reconquête. Vu les tendances récentes et le peu de temps pour s'organiser, la gauche fait une élection en étant dispersée. Pas d'acte 2 de la NUPES. Bah, finalement, si. Ouais, c'est le paramètre. Sans union de gauche, au premier tour, les législatives, ce sont des candidats RN qui arrivent le plus souvent en tête, suivis des candidats LR. Bah, là, pour le coup, ça se talonne entre le Front Populaire et le RN. Donc, oui, c'est ça. Après, il avait dit, un premier ministre issu LR est nommé, compose un gouvernement, mais les gens LREM, LR. Bah, ça aurait été la volonté de Macron. Non, même pas. Mais si on fait une mise à jour... Ouais, parce que là c'était il y a 6 jours. C'est vrai, c'est pas facile. C'était pas facile. Il n'y avait pas encore l'accord. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Là, c'est pas gagné, mais quand même il y a des bonnes chances. Et puis si les gens effectivement votent massivement, mais par contre je le dis, moi je n'apprécie pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Les gens sont assez grands pour le comprendre. Et pour faire ce qu'ils ont fait, moi je sais ce que je vais faire et les gens le savent. Après, je sais que les gens peuvent hésiter, je peux totalement comprendre. Je vais être très honnête, je considère que les abstentionnistes ont raison. D'ailleurs, je considère qu'ils ont vraiment raison parce qu'ils considèrent que cette politique est une mascarade, qu'elle ne représente rien ni personne. Ça, c'est la stricte vérité. Je veux dire, il suffit juste de voir leur fortune, de voir leur manière de parler. En fait, il n'y a plus rien de réel. Et à un moment donné, tu commences à te dire, mais j'ai plus envie de mettre de pièces dans la machine. Ouais. En fait, tout simplement. Donc moi, je pense que moi, je culpabilise jamais les gens qui disent qu'ils votent pas. Ah ouais, non, ça se fait pas. Parce ça se fait pas du tout. T'as envie de leur dire, les gars, si on était dans une démocratie réellement représentative, ça se saurait. Ouais, non, mais honnêtement, ouais. Parce que moi, je très régulièrement voté, quasi tout le temps. Et c'est pas pour autant que j'ai l'impression d'être ultra bien représenté, loin de là. Et de l'autre côté, tu vois, je sais bien que certains pourraient rétorquer en disant « Ouais, mais pas tous les abstentionnistes sont conscients, c'est juste du je m'en foutisme. » Ben, j'ai envie de dire « Ok,
Mais vas-y, qu'est-ce qui a été réellement fait pour les impliquer? Qu'est-ce qui a été réellement fait pour les attirer? Ouais, à part faire des vidéos chorales. Parce que en plus, tu sais, je me dis, on fait toute une domestication. Il y a une vraie domestication au système représentatif. On fait ça dès le collège. Avec les délégués. Exactement. Ouais. Votez le délégué. Et à la fin, c'est bon, le délégué, c'est lui qui va dans les assemblées. Tu fais, mais pourquoi on fait pas autre chose? Parce que, ok, j'imagine bien qu'une classe de 30 élèves dans un conseil de classe, ça va être chaud. Mais qui vous a dit que c'était ça l'espace le plus important? L'espace le plus important, c'est les prises de décision. Pourquoi n'apprenons pas à nos professeurs, beaucoup le savent déjà, hein, et même certains le font, je sais que certains le font, d'apprendre à nos élèves de prendre des décisions ensemble, d'être impliqués tous ensemble dans des décisions communes. Ça s'appelle une démocratie directe. Alors oui, parce que tout le monde te dit, avec 70 millions, c'est difficile. Ben, vas-y, faites ça avec 34 élèves déjà. Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça pour 600 élèves dans un établissement, etc., etc. Et c'est ça, en fait, que il y a un problème de modèle politique. Tu vois, il y a un vrai problème de modèle politique. Je pense que à l'heure actuelle, on est arrivé dans une situation où la Ve République, c'est plus que dépassé, c'est complètement périmé. Ouais. Parce qu'avant, on pourrait presque dire, elle était neutre, elle permettait une gestion plus ou moins logique des institutions. Maintenant, elle est devenue plus nuisible qu'utile. Voilà, clairement. Ouais. Et là, ça devient même trop nuisible. Je reviens sur ce que tu disais sur le vote. C'est vrai, dans les écoles, c'est vrai que si on impliquait les élèves dès la primaire ou le collège à voter, à prendre des décisions pour l'école, etc., en vrai, ça commencerait à rentrer dans leur habitude que de se mobiliser et voter. Tiens, je sais pas moi, est-ce que vous voulez qu'à la cantine, tel jour, il y ait ci, machin, il y a une urne, vous mettez votre truc, des votations, et t'habitues les jeunes à tout le temps voter pour des petites prises de décision. Ah bah ouais. Derrière, ça devient moins un truc chelou pour eux de se présenter à des élections régionales, municipales, législatives et présidentielles. C'est pas con. Ouais, non mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet esprit de, comme je disais, là il y a une crise institutionnelle, tu vois. La République, là ça va pas, de toute façon c'est pas tout à fait une république, on est vraiment dans une monarchie présidentielle. Ça, c'est le plus gentil des termes. Et de fait, parce que personne n'a retenu que la gravité n'est pas la dissolution de l'Assemblée ou le score du RN, en vrai. C'est qu'il y a un tocard qui décide tout seul comme un grand, et il a balancé une grenade, il a dit. Ouais. Tu vois, en disant, voilà, je dissous. Tu fais, mais gars, mais comment ça, tu décides tout seul? Et puis à la fin, il était content, il dit, non, ça fait des semaines que j'y ai pensé. Il fait, mais à quoi tu joues? Mais tu crois que c'est un jouet, en fait? Moi, je suis scandalisé qu'il n'y ait aucun journaliste qui l'ait repris là-dessus. Ou qu'ils n'aient pas demandé au porte-parole. Genre, le président a dit j'ai balancé une grenade et tout. Comment vous justifiez? Explique-toi, frère. Explique-toi, parce que c'est grave de dire ça. Tu prends et nous, en France, on aime trop laisser passer les phrases. C'est l'avenir du pays, quand même. Ouais. En fait, c'est marrant, c'est qu'en France, les dingueries comme ça, on les laisse passer. On revient pas là-dessus. Et puis au pire moment, hein. Ouais, mais par contre, je sais pas si, par exemple, t'as tweeté un truc en 2013 où t'avais fait une blague, ouais, grave, t'as tweeté un truc en 98, et ben là, par contre, ils vont te le ressortir à tous les trucs. Tu vois, en fait, en France, ils savent très bien comment discréditer quelqu'un. Un truc tout con, quand ils parlent de Medine, la dernière fois, je regardais dans une émission, il disait, il voulait juste dire qu'il y avait Medine, le rappeur, à un événement, il fait... Le rappeur controversé Medine était présent, et tu vois, et il t'explique pas pourquoi il est controversé. Non, ça c'est grave, mais juste ça c'est vraiment. Le rappeur controversé. Faudrait même l'interdire ça dans les usages médiatiques. Mais d'utiliser ce terme-là. En fait, dis la vérité, dis quelque chose clairement. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un braquage, il a agressé des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on dit Rima Hassan qui a des théories proches du Hamas, pareil, on s'arrête. Vas-y, cite. Allez, qu'est-ce qu'elle a dit? On a tout qui est noté. Et on porte plainte si besoin pour apologie au terrorisme. Ouais, et inversement, elle porte plainte pour diffamation. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'en France, on a trop l'habitude de discréditer. C'est pas déontologique du tout. Machin qui serait proche des frères musulmans. Pareil, ça, c'est ce truc qu'on lance. Attends. Stop, pause. Proche, il habite à côté, en fait, on sait pas. Il est à la N20 qui les sépare. C'est ça, voilà. Non, il y a un moment où... À 10 minutes à pied. Le vrai journaliste, c'est stop, lâche pas des mots comme ça, des petits trucs comme ça, tu t'arrêtes et t'expliques pourquoi. Et si t'es pas en capacité de dire quid de ce que tu viens de lancer comme bombe, tu fermes ta gueule, ou tu te manges un putain de procès pour diffamation. C'est un truc de ouf qu'on puisse... C'est clair. Mais ça, c'est notre médiocrité journalistique aujourd'hui. T'es gentil, médiocrité. C'est de la grosse merde. Et le problème, c'est que... Non, c'est des merdiades. On n'aime pas tous les mêmes. Non, mais le problème, c'est qu'ils font ça tout le temps. Ouais. Et ça matrix les gens. C'est de la malhonnêteté totale. C'est de la mauvaise foi. Ça manipule les gens. C'est contre-déontologique. Regarde quelqu'un qui connaît pas Medine.
et qui entend dans tous les médias le rappeur controversé. Le rappeur controversé, ils ont l'impression d'écouter Dieudonné. Et le fils qui va dire maman, je vais au concert de Medine. Ouh là là, jamais, il est controversé. Il est controversé. Mais pourquoi? Il est controversé. À la télé, ils l'ont dit quand même. Hein. À la télé, voilà les controverses. Hein. Ah ouais. Non, franchement, les médias. Je vous jure. Scandaleux. C'est scandaleux. Nous, on va faire une liste là. Je préfère vous le prévenir maintenant. Qui s'appelle la cuenta, l'addition en espagnol. Sur cette liste, on va noter tous les journalistes, les éditorialistes, les intellectuels, les animateurs, les animatrices, tous ceux qui prennent la parole et qui foutent cette pression, cette haine, qui ont légitimé aussi le génocide à Gaza, etc. Et tout cela, le jour où il y aura une décision qui va tomber, genre l'ONU qui va dire ok, c'est officiel, il y a si, ok. Là, je vous jure que la liste, on a les éléments, on va, comme les époux Klarsfeld, on va aller tous vous chercher là, un par un. Avant la vrille. Hop, la cuenta, tu vas aller devant la haie, tu vas devoir t'expliquer parce que là, vous avez une impunité en France dans les médias. Ça devient scandaleux. Vous foutez la merde, dans la société. Vous êtes des pompiers pyromanes et vous êtes là après à donner des leçons de morale à tout le monde, mais vous vous rendez pas compte de la dinguerie que vous faites au quotidien à lâcher des petits trucs comme ça. Mais je vous jure que là, sur la cuenta, là, la liste commence à être un peu longue. Je vous cacherai pas que le jour où on va s'y mettre, bon, il y aura plus beaucoup de monde. Non, mais j'ai fait 15-20 minutes. Je crois que c'était lundi dernier. Mais vraiment, ça m'avait pas manqué. Hein. J'ai regardé différentes chaînes de télé. La télé, en fait. Ah non, mais les gens, regardez Netflix, hein, c'est bien. Franchement, non, mais continue. Prime Vidéo, ce que vous voulez et tout. Et YouTube. Voilà. Spotify, vous écoutez CKR. Voilà. Non, mais parce que, oh là là, non, mais c'est scandaleux. Même propagande est un mot trop faible. Mais même là, tout à l'heure, l'émission de Hanouna. C'est de l'endoctrinement. Non, mais l'émission d'Hanouna. Non, mais là, alors, faut qu'on en parle. Mais là, c'est grave. Hein. Non, mais là, c'est très grave. L'émission d'Hanouna. Là, il y a volonté de nuire. L'émission d'Hanouna sur Europe 1, qui est arrivée du jour au lendemain, qui va durer 2 semaines, le temps de la campagne pour les législatives. Le mec, première émission. Sauver le RN, quoi. Première émission, il invite Zemmour. Il a invité qui d'autre? Pascal Praud. Valls, parce qu'il fallait un mec de gauche. Ouais. Ça va, meilleure vanne de Mourad. Non, ça va, il a pris un mec de gauche, des Valls. Il y avait qui? Robert Ménard. Oh, c'est magnifique, merveilleux. Il manquait juste le syndicat, il manquait en fait. RN. Mathieu Vallet. Bah voilà. Non mais il a ramené la fine équipe. Bah voilà. En fait, normal. C'est parfait, très bien. Normal. Ça va, on vous dérange pas les fachos, franchement. Je vais pas te mentir, sur la Cuenta, t'es en top 10. Ah ouais. Je vais pas te mentir, t'as fait une percée là. Non mais c'est très chaud, c'est très dangereux là. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'avais posé la question sur l'Arcom. Donc en fait là, le problème c'est ça, c'est que là les amis. Qu'est-ce qui va être décompté du temps? Parce qu'on est plus sur, oui déjà, mais on est plus sur le légal. Parce que tu te souviens quand je t'avais dit le truc du ok pas légal, mais le déontologique. Ouais. Parce que là en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tu crées ce qu'on appelle une représentation biaisée de la réalité, avec aussi littéralement c'est de la propagande. Là c'est clairement de la propagande parce que vous réunissez, mais c'est quoi votre. C'est quoi la ligne? C'est quoi le but en fait là? C'est quoi votre White Club là? C'est quoi votre truc chelou? Et en fait, on est clairement dans une logique de propagandiste, mais littéralement haineuse. Moi, je connais très bien ça quand je l'ai analysé dans les pays dictatoriaux, tu vois? C'est-à-dire l'Égypte, etc. et tout. Mais tu sais que ça tue des gens, hein. C'est très dangereux. T'insuffles une forme de haine, parce que tu ne laisses qu'une seule voix. Ça pour moi, c'est un problème derrière lequel l'Arcom va pas pouvoir se cacher longtemps. Hein. Parce que le truc, c'est qu'il y a le décompte de temps de parole, mais on n'est plus dans ça. Ouais. Là, on a des gens qui, en fin de compte, se réunissent dans une logique d'appel à la haine. Ouais. Dans une logique, en fait, d'une seule voix, une voix qui est, appelée-la extrême, moi je m'en fous, c'est facho, c'est ce que vous voulez, en fait. Mais qui est, en fait, qui comment dirais-je, qui veut insuffler un état d'esprit vraiment malsain dans la société. Et ça, normalement, ça doit tenir compte de ses responsabilités sur ce plan-là. Bien sûr, je suis d'accord. Au secours du haine. Non, mais c'est délirant. Allez, vas-y, on va se calmer un peu. On passe tout de suite au no comment. No comment, on est obligé de se calmer de toute façon parce qu'on ne peut pas parler. Je vous donne des news et vous pouvez commenter sur les réseaux en gif ou en emoji, tout simplement, mais on ne peut pas les commenter. On commence avec cette première news. Un rapport du Sénat épingle la rétention d'informations du gouvernement au sujet du déficit public. Les policiers stagiaires sont désormais autorisés à porter une arme en dehors du service ou de l'école, selon un arrêté publié au journal officiel. Hein? What? Et enfin, Serge Klarsfeld
a dit qu'il voterait pour le RN parce que, je cite, « Le RN soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël. Je voterai pour un parti pro-juif. » Pas no comment. Mais non, no comment. Mais non. Alors là... En mode Denis Brognard. Allez, on passe au thème du jour. Je peux pas dire plus. Comme dirait Chagoumi, je peux pas dire plus. D'ailleurs, Askip Chagoumi aurait prêché pour l'Aïd à la mosquée de Paris, selon une de nos followers. Ah bon? Ouais, qui disait... C'est bizarre, parce qu'il était pas en bon terme. Hein. Bah, apparemment, elle disait, je suis parti à la prière pour la mosquée de Paris pour l'Aïd. Parce que, après, c'est pas gentil pour l'imam, peut-être qu'il avait un accent éclaté, mais... En fait, c'est ça. En fait, elle dit, elle a vu plein de flics, camions de flics partout devant. Elle s'est dit, c'est chelou. Elle commence à se poser, et là, d'un coup, le micro... 10 secondes, et elle se dit, attends, mais c'est Chagoumi. 1, 2 à 2. C'est ouf quand même, ça. Si je peux pas dire plus. On n'a pas trouvé d'infos là-dessus. Je pense à Charb. Je pense à Charb. Et qu'il faut voter contre LFI, qui n'est pas République musulman. C'était pas le parc d'exposition de, je sais pas moi, des produits porcins. Ou de la foire au vin, je comprends pas. Non, bah ouais, parce que d'habitude il les fait, mais là, je sais pas s'il l'a voulu. Je sais pas pourquoi il est là. Bref. Macron, le fossoyeur de la République, Macron coupable, on va parler de lui là, dans le thème principal. Personne ne fait de la grande politique au service des Français en ce moment, on va pas se mentir. Ça fait une semaine qu'on voit les arrangements de petits politiques au service des politiques eux-mêmes. Voilà. Petite politique au service de... Et c'est précisément la cause de la situation actuelle. Je vous fais un petit rewind. Il y a eu l'échange avec Bolloré, Vincent Bolloré et Ciotti, qui a annoncé une alliance avec le RN. Le LR qui l'a exclu du parti, la justice qui invalide l'exclusion de Ciotti, Marion Maréchal de Reconquête qui tente un rapprochement avec le RN refuse de s'allier avec Zemmour, Éric Zemmour exclut Marion Maréchal qui retourne chez Tata, la gauche qui s'unit autour de la bannière Front Populaire. C'était drôle. 5 députés LFI ne sont pas reconduits dans leur circonscription, les Thénardier ainsi que Adrien Quatennens pour condamner... Pourtant condamné pour... contrairement à... Ah bah non, bah ça a été... Ah oui, à la base, Adrien Quatennens il a été reconduit alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. Grosse pression de tout le monde pour dire, bah non les gars, Nouvelle Union, là, même Ruffin qui disait, bah vous pouvez pas mettre Quatennens. Quatennens retire sa candidature, alhamdoulilah. Pascal Praud a été informé de la dissolution avant le gouvernement. Lui, il l'a su quelques heures avant... Et pendant ce temps-là, on apprend que le lendemain de la dissolution, Macron a déclaré, et là on en a parlé tout à l'heure, je prépare ça depuis des semaines, je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Ah mais toi à un moment donné, c'est un truc de ouf. C'est pas des grenades qu'on va te balancer, hein, je te dis. C'est un truc de ouf d'être président, de dire attention, ça, et de croire que et pour vous dire à quel point on est dans un pays éclaté au sol d'un point de vue médiatique. Et démocratique. À quelle heure et démocratique. À quelle heure un président dit ça et genre personne, tu sais, tout le monde est là. Oh là là, apparemment il aurait dit ça. Ouais, normalement ça les amuse. Ouais. Normalement, vous êtes des fous les gens. Normalement on arrête tout. C'est-à-dire que le mec il doit venir Conseil d'État machin. Explique-nous d'où tu dis ça. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous foutez le seum. Vous êtes là à critiquer les autres pays, à dire oui, mais machin, c'est la Russie, c'est une dictature. Mais le Qatar, c'est machin. Le machin, mais ça, frère, le pays des droits de l'homme, mon cul, hein, mon cul sur la commode. C'est un truc de ouf. Bref. Donc voilà, l'idée c'était de. Bah on va se faire Macron encore une fois. Je même pas de. L'idée c'est juste. C'est juste un pied Macron. Non, t'as ramené un livre d'ailleurs. Mais c'était quoi le lien avec... Ouais, tu vas voir. En fait, c'est même lié par rapport au programme. Mais en fait... Macron, il a fait une dinguerie, voilà. Ouais, mais c'est... Déjà, oui, alors déjà, comme ça, on va mettre quelques petits points sur les... Et les barres sur les T. Comme disait une de mes profs. Ouais, parce que ça peut sembler surprenant pour certains, ça ne le sera pas du tout pour d'autres, et c'est tant mieux. Ouais. Concrètement, en fait, non, ce n'est pas vrai. Le fascisme n'est pas à nos portes. Ça, c'est faux. Non, ça, c'est pas vrai du tout. C'est bien que tu le dises. Oui, parce que tu sais, les gens, le fascisme est à nos portes. Non, le fascisme n'est pas à nos portes, le fascisme est au pouvoir. Et il est depuis 2017, qu'on soit bien clair là-dessus. Ce sera la phrase du teaser, ça, je pense. Ouais. Parce que c'est marrant cette sorte de pudibonderie de se dire oh mon Dieu, le RN. Alors oui, le RN est une forme assez particulière, comme le zemmourisme est une forme assez particulière d'expression raciste, d'expression fasciste. Oui. Après oui, alors il y a des petits gros malins qui veulent s'amuser à nous faire le petit aspirant Sciences Po. Il dit le fascisme est une histoire bien précise, c'est l'Italie. Ouais, alors déjà on va se calmer mon grand, parce que concrètement
justement. Le truc, c'est que le fascisme, avec le truc des faisceaux, sur la littérature italienne, qu'on retrouve aussi un petit peu en Espagne avec le franquisme, lorsqu'on désigne par fascisme, en fait, c'est tout un système, non pas forcément totalitaire, mais ce qu'on appelle un système de pensée qui consiste, en fait, à avoir une logique d'exclusion de tous ceux qui n'épousent pas le roman national. C'est pour ça qu'on vient sur la question des faisceaux, ce qui reprenait en fait des faisceaux romains, tu sais, ça vient de la fascistie, hein, c'est une sorte de symbolique en fait, c'est pour ça qu'il y a tout un délire avec Rome, que reprend un peu Hitler, mais il a eu du mal un peu, il a repris un peu des symboles romains, tu sais, l'aigle, etc. Les États-Unis font la même chose, on utilise des références, tu vois, romaines, machin, etc. Mais en gros, on désigne, je veux dire, politiquement et scientifiquement, par fascisme, en fait, c'est une sorte de doctrine politique qui est intolérante, qui est toujours une vision intolérante et qui, précisément, incrimine l'autre. Ouais. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'elle est forcément contre-démocratique. D'accord. Tu vois, c'est qu'elle va vraiment être dans une logique d'incrimination de l'autre. C'est que l'autre c'est pour ça que Macron est un fasciste, tu vois. Parce que il y a la question de la haine de l'étranger ou elle n'est pas la plus centrale, c'est la haine de l'autre. C'est pour ça que, par exemple, la première attaque qui a été faite d'Hitler contre des gens, c'est d'abord contre les handicapés. Euthanasier 30 000 personnes quand même handicapées qui étaient dans les hôpitaux. C'est d'ailleurs eux qui vont pratiquer massivement l'euthanasie. On est sur quelque chose de très sale, hein. C'est très flippant. Donc tu vois, en fait, tu comprends. L'euthanasie par l'État nazi. Je joue avec les mots comme Kelly Jones. Mais tu comprends, c'est que il y a vraiment cette logique. Ensuite, les communistes. Et après, on va s'attaquer aux juifs. Toujours dans la logique de l'autre. Sachant qu'en plus, justement, on disait souvent que communistes et juifs, c'était la même chose. Ça s'appelait le judéo-bolchevisme. Le judéo-bolchevisme. Ah là, tu vois la petite musique islamo-gauchiste. Littéralement, en fait. Oui. Et c'est un réflexe de fasciste, tu vois. Donc, les gens, ça les heurte de dire, fascistie. Ce que tu veux, en fait, t'as qu'à pleurer du sang. Mais le principe, c'est que on utilise ce terme-là, c'est compris par la plupart. La définition, clairement, c'est intolérance à l'autre et l'incrimination de l'autre politique, une vision du monde en fait qui ne règle les problèmes que par une logique identitaire. En fait, ça ne va pas parce qu'on n'a pas assez d'identité, parce qu'on n'est pas assez pur, parce qu'on n'est pas assez dans notre roman national, dans notre roman historique. Tu vois, par exemple, Mussolini, il voulait vraiment recréer une forme d'empire romain. Le gars, oui, mais c'est pour ça même qu'il a attaqué la Libye. Quand ils ont envahi la Libye, bon, ils ont vraiment foiré, hein. Mais quand ils ont attaqué la Libye, c'est pas leur truc. Non, ils étaient pas très chauds. Ouais. Et en fait, quand ils ont envahi la Libye, clairement, c'était de se dire, parce que Rome, c'était un grand territoire romain, le nord de la Libye, en fait, les côtes libyennes. Il était vraiment, mais dans un vrai délire. T'as encore des lieux en Italie. Même, je pense même à Rome, qui ont une sorte de grands travaux qui étaient lancés par Mussolini pour faire une sorte d'espace romain, machin. Donc, tu sais, il y a vraiment cette idéologie-là. Surtout une chose, c'est que incompétence crasseuse en économie. Ah, ça, c'est propre du fascisme. Non, propre fascisme, non, c'est propre du capitalisme, de quasiment tout ce qui n'est pas sérieux. Mais le fascisme, en fait, c'est pour ça, il va compenser leur idéologie et leur absence de compétences en niveau économique, et je te parle même pas sur le social, hein. De toute façon, c'est pas un problème pour eux, le social, parce que c'est soit soit les autres crèvent. Et par l'autoritarisme. Donc, tu vois, une vision autoritaire, toute la logique d'autoritarisme, tu vois, dès qu'on parle d'autorité, etc., avec aussi, on soutient tout ce qui va être idéologique. Donc, tu vois, les trucs de famille, tu vois, la patrie. Ah, c'est du pétain. Donc, tout ça, c'est ça qu'on met dans le bassin, dans ce qu'on appelle le fascisme. D'accord. Et surtout, ça c'est le plus important, la courte échelle permanente au capitalisme et à la finance. Ah ouais? Oui, tout le temps. Hitler, les gens, ils pensent quoi? Ils pensent qu'il a pondu de l'argent. C'est vrai. Il est financé, le gars Joe. Il a été financé, hein. Et il a été bien financé par des gros industriels. Chapoutot le documente super bien. Gros livre. Hitler, voilà. Il n'y a qu'à lire. Vous allez voir, ce livre-là, il y a tout. Et franchement, c'est bien documenté. Il y a encore plein d'autres sources. Il faut regarder sa bibliographie. C'est génial. Mais c'est flippant. Et puis, tu as des investisseurs du monde entier, hein. Pas que de l'Europe, hein. Les États-Unis, etc., qui disent, ouais, eh bien, lui, il relance l'industrie. Il est chaud, allez. Ah bah oui, franchement, c'est vrai. Il a relancé l'industrie de malade, hein. Et c'est lui qui a mis tout en place, c'est lui qui a lancé toutes les autoroutes, etc. C'est lui qu'on doit à Volkswagen, non? Oui, la voiture du peuple, bien sûr. Et pas que, hein. Mais tu sais, les autoroutes, pourquoi? En fait, il y avait un effort de guerre, donc il fallait mettre en place des autoroutes de malades, des autoroutes qui tiennent les blindés, les tanks. Ah ouais, parce que tu sais que dans les autoroutes, ça marchait pas, hein.
C'est très lourd, hein, blindé. Hein. Je crois qu'il y en a certains qui font... si je te dis pas de bêtises, il y en a certains qui font 20 tonnes ou 30 tonnes, un truc comme ça. Ça endommage, hein, les routes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut pas les faire rouler n'importe où. Donc lui s'est dit, c'était malin et diabolique, il s'est dit, je vais faire des autoroutes de malades, comme ça j'aurai mes tanks qui pourront vite aller sur les autoroutes. Mais c'est pas une blague. Hein. Donc tu vois, industrie lourde, et puis ça c'est de l'industrie, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'investissement. Ouais, et donc tu peux pas pondre... surtout on est au XXe siècle. Au XXe il n'y a siècle, pas encore ces histoires de dette. Mais il y a les banques, hein. Par contre, banques. Ça commence. Si. Ah, Fin 19e, si. Les hedge funds, si, Rockefeller est dans la place. Les Rockefeller, ils sont déjà là. Rockefeller et Rothschild, ils sont là. Bien sûr qu'ils sont là. Ah bah oui, c'est eux qui dépouillent Lincoln. Hein. Ils disaient, tu veux faire une guerre? C'est bien, ça. C'est quoi, contre les sudistes? Ils sont méchants, les sudistes. Hein. Ils sont racistes, les sudistes. Ouais. Oui. Ils aiment beaucoup les esclaves. Oh, ouais. Et vous aimez pas les esclaves. Non, vous aimez les ouvriers. Ouais, parce que c'est ça, l'histoire de la Civil War aux États-Unis. Hein. Et donc, ils le financent, etc. et tout. Et à la fin, t'as gagné la guerre? Ah, super. Bravo, génial. Bon, la cuenta. L'addition. Bah oui. L'addition. Bon, t'inquiète, on prendra le temps. C'est pour ça que je parle. Voilà, net, 5000 ans d'histoire. Je suis chaud. Hein. Il est très très chaud aujourd'hui, faites attention. Ce livre de David Graeber, il faut tout lire de David Graeber, c'est génial. Mais ce livre, Dette, 5000 ans d'histoire, je fais tout plein d'autres. Ouais, vas-y. C'est un monument, j'ai adoré parce qu'il est apparu dans une série que je regarde. Ça s'appelle comment? The Blacklist. Ah oui. Où en fait, l'homme de main du personnage principal, à un moment donné, il est dessus en fait. S'il est en train de le lire, il fait j'ai commencé d'être 5000 ans d'histoire, c'est mortel. Mais c'est parce que c'est un bouquin de malade. En fait, il retrace toute l'histoire anthropologique des mécanismes de la dette et donc du pouvoir qui en jaillit. Parce que c'est comme ça que le pouvoir naît. En fait, c'est comme ça que, si tu veux, je vais le résumer rapide. Hein. Ouais. Mais il faut le lire, hein, magnifique. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que les relations humaines sont viciées. Et de manière très profonde. En gros, il y a ce qu'on appelle un mécanisme en psychologie sociale, et qu'on retrouve en anthropologie très ancienne, c'est les mécanismes de réciprocité. Si tu me fais un truc sympa, je suis poussé par mon cerveau à vouloir te le rendre. Mais regarde, justement, certains ont dit, ça c'est de la dette. Non, c'est plus complexe que ça. En fait, c'est une mise en relation. Si tu veux, c'est comme si on activait ensemble un réseau de réciprocité. Ouais, mais ça, c'est Patrick Blandin qui est sur ma pièce Passeport qui m'expliquait ça parce qu'il a une pièce qui s'appelle Dette qu'il a écrit et du coup, je vais lui dire, je pense que ça va lui parler. Oui, c'est sûr qu'il a dû le lire, c'est sûr. Et donc, tu vois, c'est mécanisme de réciprocité, mais parce que regarde, pourquoi c'est pas simplement une question de dette ou de devoir, tu vois, cette réciprocité? Parce que c'est tellement vrai que même si la personne qui t'a rendu service, tu ne la croisais plus, tu vas sentir que tu as envie et tu as besoin de le faire à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc on sent bien que c'est pas une question de dette. C'est un peu une sorte de relation au monde et une relation à l'humain. Pour reprendre Hartmut Rosa, Résonance. Ouais, c'est un livre aussi intéressant à lire, un peu plus poussé, mais super. C'est un sociologue allemand qui est assez pertinent et qui a fait un livre qui s'appelle Résonance. D'accord. Vraiment, vraiment très, très, très bon livre. Un peu dense, je préviens, mais super. C'est une résonance au monde, tu sais, à l'humain. Donc, en gros, c'est comme si je me disais que, et en fin de compte, c'est une sorte d'extension, c'est même pas une sorte, c'est une extension de l'empathie. Ça va consister à dire, je vais... comme on m'a rendu service, je vais rendre service. Je me sens obligé, mais dans le sens noble du terme. Ça, tu vois, c'est profond, c'est philosophique. Il y a toute une forme d'éthique qui rejoint là-dessus. La dette, justement, les mécanismes de dette et l'exploitation qu'elles vont générer vont précisément vicier et détruire ce genre de relation. Et c'est pour ça que comment dire, c'est le truc de je te prête quelque chose, mais j'ai déjà derrière l'intention d'obtenir plus que ce que je t'ai prêté. D'accord, ah oui. C'est là, les gens ils utilisent le terme d'intérêt, d'autres ils disent l'usure. Le vrai terme, c'est l'usure. Le vrai terme, c'est l'usure. L'usure, sa définition basique, c'est l'enrichissement sans cause. C'est le prêt avec des intérêts. C'est plus compliqué que ça, parce que l'intérêt peut s'expliquer sur certaines situations. Hein. Tu sais, je veux dire, un truc tout bête. Hein. Si moi, j'ai un local pour te prêter quelque chose, je dois te faire payer le prêt, mais je dois aussi payer le local. Le stockage. Voilà, entre autres, les services, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait un intérêt. C'est pour ça. Mais c'est pas forcément obligé. Mais... Bon. Mais sauf que quand tu fais ça plusieurs fois, justement, il faut savoir, en fait, c'est quoi il l'explique, hein, c'est quoi les mécanismes qui ont permis la captivation et donc la captivité des êtres humains? C'est 2 mécanismes, il y en a que 2, il y en a pas 3. Il y en a que 2. Après, on pourra en trouver un troisième, tu verras, mais en fait, il découle d'un des 2.
tu viens, tu me demandes, t'es vraiment en galère. Ouais. T'as besoin de 1000 drachmes, 1000 sesterces, Ouais. 1000 écus. Ok. Tu viens, donc tu les as pas les 1000. Non, je sais pas. Si tu les avais, tu ne me demanderais pas. Je te les demanderai pas. Donc, moi, je viens, allez, tiens, prends les 1000, ça fait plaisir. Toi, tu vas faire ce qu'il faut, etc. T'en as besoin, machin. T'as ton scrupule, tu vas commencer à... Tu vas te dire, Ouais, bon... quand même, faut- Sauf que bon, il faut que tu les retrouves, les 1000. Hein. Parce que si t'as eu besoin des 1000, c'est certainement pour les utiliser. Ouais, c'est pas Donc, tu vas essayer de trouver un moyen, tu vas bosser ou je ne sais quoi, hein, pour trouver un moyen de récupérer les 1000. Mais attends, récupérer les 1000 pour que... Mais dans une situation où toi, t'es bien. Parce que si t'as encore besoin de 1000, tu peux pas me les rendre. Bah non, sinon je me mets dans la merde. Donc tu t'imagines que là, en fait, tu te mets dans un défaut où tu dois trouver plus que 1000, bien plus que 1000 pour pouvoir te sortir de ton problème, et toi, te mettre dans une situation où tu peux me rembourser. C'est chaud quand même, hein. Ah ouais. La dette, c'est pas bon, tu vois. Ouais. La dette, c'est pas bon. Et à ce moment-là, tu vas venir me voir. Bon, t'es venu me voir au bout d'un an parce que c'était chaud. Mais t'as réussi. Au bout d'un an, t'es revenu. Ah, j'ai 1000. Franchement, c'était cool. Tu fais, ça fait plaisir que tu me l'aies rendu. Franchement, t'es très gentil. Bon, par contre, tu m'as un peu mis dans la merde. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu patienter 2-3 mois. Mais là, arrivé au 4e mois, j'avais besoin de 1000 et je les avais pas. Je me suis débrouillé, mais ça m'a quand même mis en galère. Donc là, tu vois, ce défaut-là, bah, tu sais, ça chiffre et tout. Toi, tu fais, ah merde et tout. Ah, mais je voulais pas te mettre dans la merde. Non, mais écoute, c'est pas grave. Mais là, faudrait que tu compenses un petit peu parce que là, je peux plus m'acheter tel truc, je peux plus me mettre dans telle situation. Là, c'est là l'intérêt arrive. Et c'est là que l'usure apparaît. Et toi, t'es piégé parce que tu vas pas commencer à dire, oui, tu vas te faire pas foutre. commencer... Ouais, t'as dit, Tiens, bah non, j'ai tes merde, 1000, prends tes je suis 1000. dans la merde, voilà. Mets-toi où je les pense. Non, non. Donc là, tu vas dire, ok, bah, donc c'est combien 200. Là, t'as mis un peu de temps, mais ça va, 200. Ça m'a mis juste une galère de 200 euros. De 200 drachmes, ce que tu veux. Ouais. Tu vois, ok. Alors, Tu vas courir. Tu dis, non, mais t'inquiète pas, c'est pas pressé. Tu vas courir, tu vas revenir. C'est bon, j'ai les 200. Ah, c'était chaud. Ah ouais, mais... Non, 200, c'était si tu me les avais C'était... donné. ouais. Et là, c'est chaud quand même. Là, je t'avoue que je suis un Et peu en à la plus, gorge. et en plus, t'as entendu, là, les récoltes, ça va pas. Là, au niveau de l'agriculture, c'est chaud. Ouais. Là, la moisson, oui, la pêche, ça n'a pas donné des bons résultats. Et puis, le roi, il a dit qu'il y a une guerre qui va se faire et tout. Ah, c'est chaud, là, quand même. On fait comment? Je sais pas. Bah, écoute, normalement, là, c'est 300 de plus. Donc, essaie de... Et en fait, infini, mon frère. Infini. Et à ce moment-là, comme tu commences à suer, tu commences à vraiment être énervé et pas bien, il dit, non, mais écoute, je vais t'enlever un poids. On va faire un truc simple. Tu vas bosser pour moi? Non? Ça te dit ou pas? Bah oui, ça me remboursera, t'inquiète. Ah, mais combien de temps? On verra, t'inquiète, tranquille. Tu vois? Et la captivité, et là tu deviens un employé. C'est là que les relations, elles commencent à tourner. Je le fais vite, hein, mais c'est ça. Hein. Et ça, c'est la première captivité. C'est par la dette. C'est comme ça qu'on avait ces mécanismes. Mais tu sais que des fois, c'était tellement chaud, quand t'étais un peu âgé, à dire, tu peux pas bosser pour moi. Hein. Ah, c'est chiant. T'as un enfant ou pas? Ouais, il a quoi? Il a 2 bras, c'est bon, il est chaud? Il est valide? Ouais. Bah allez, vas-y. Ouais, il va m'aider, t'inquiète pas. 2-3 choses. 2-3 fois rien, ça ira. Et après, il va commencer à le faire, et puis bon, bah, tu crèves, tu dis, bah, ta dette, elle est pas remboursée, hein. Donc, bah, écoute, le Toby, là, il va travailler pour moi, hein, pendant longtemps, hein. Et là, il va rester comme ça, il va continuer, et puis, bah, c'est le mien, en fait. Mais c'est ton fils? Ah non, c'est mon employé. Ouais, parce que là, le mot employé, t'inquiète pas, il avait plein d'autres mots, plein d'autres significations. À une certaine époque. Bah, je m'étonne, bah oui. Ah. Et donc, ensuite, comment tu lis là? Donc là, on est allé sur le fascisme. Et ouais. La dette. Et ouais. Parce que pour financer. Ben oui, parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, c'est que les milieux financiers, en gros, pour le dire très clairement, faut être très clair. Si la finance avait envie d'étouffer Hitler, elle aurait pu le faire en 24 heures. Ah, ouais. Pas de bol, hein. On n'a pas de sous à donner à un gros fasciste antisémite. Ouais. C'est bête, hein. Pas de bol. Ah bah oui, parce que, gars, tu peux être le plus fanatique du monde, avec un cure-dent, tu peux rien faire. C'est vrai. Voilà. Par contre, des blindés, le plus grand contingent de véhicules blindés de toute la planète à ce moment-là, tu les fais pas avec 200-300 euros. Hein. Ouais. Non, ou avec des marques ou avec ce que tu veux. Non. Il faut une industrie méga lourde et donc des financements méga lourds. Sachant qu'en plus, tu t'attaques à quoi? Tu t'attaques à 2 empires coloniaux. Hein. Les Britanniques et les Français. Hein.
Juste pour citer que. Ouais. Donc, et non. t'as les Russes qui sont derrière. Ouais, en plus, qui eux, ils sont partis dans un gros délirium, parce que les soviétiques, c'est pas mieux dans leur petit délire. Parce que je sais qu'il y a des gens à gauche qui sont encore en fantasme sur les soviétiques. Ouais, non, en fait, non, définitivement non. Mais bon, ça, on en fera cette querelle intellectuelle le moment venu. Donc, t'imagines que la thune, il fallait la lâcher. Et tu vois, en France, mais Hitler, il est intéressant, il est respectable, il a une belle vision de quoi. Et d'ailleurs, il y avait des propos en France qui venaient des gros riches et des grosses fortunes, qui étaient déjà en train de s'accumuler depuis 1850, donc depuis Napoléon III, attention, tout est lié, qui disent plutôt Hitler que le Front populaire. Cette phrase était bien répétée sur le programme de Léon Blum, etc. Mais pas que Léon Blum, parce que justement, Léon Blum était la figure, mais plusieurs forces, parce que, oui, la particularité de la gauche, c'est qu'elle se divise énormément. Pourquoi ? Parce que justement, elle croit tellement au débat libre et aux idées, que forcément, tu te retrouves avec des milliers d'idées qui rentrent en confrontation. C'est comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une solution à ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement, il faut que ce soit une personne, en fait, pardon, n'importe quoi, surtout pas que ce soit une personne, il faut qu'en fait tout le monde concourt aux décisions, pas une branche ou une voix ou un truc comme ça qui est représenté par la majorité. Ça, c'est pas bon. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Donc, tu vois, t'as les milieux financiers, t'as les milieux financiers. Ils sont en train de chanter les louanges d'Hitler, qui dit ouais, c'est très bien ce qu'il fait, etc. Il l'a invité à Paris, il l'a invité à Londres, il fait la une des journaux. Non, mais vraiment, hein. Aux États-Unis, on te dit oui, c'est un visionnaire qui relance l'industrie. T'as des grands groupes industriels américains qui sont en train de dire mais IBM qui dit gars, IBM, hein. Ah bah si en plus on découvre qu'il y avait certains fours estampillés IBM, c'est chaud, hein. Ouais. Parce que ça c'est vrai, hein. C'est très chaud, hein. Non, c'est très 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 chaud. Ouais. Non mais il y a des trucs de malade. Après ça fait des polémiques, mais ouais. Ah non mais on est dans une folie furieuse, tu vois. Donc tu sens bien que la finance, parce que c'est simple, ce que la finance ne veut pas ne se produit pas. Ouais. Ça c'est pas normal d'ailleurs. C'est là qu'on voit, comme le disent pas mal de penseurs politiques, la démocratie s'arrête, voire se met à genoux devant la finance. Et c'est là que ça pose des vrais problèmes et des vraies questions. C'est que dans quelle mesure un Bernard Arnault, un Bolloré peut être un égal devant les autres citoyens, alors que le salaire de plusieurs millions de Français, c'est son argent de poche. Ouais. Et puis surtout qu'ils parlent à l'oreille de politique. Mais là, c'est pas il parle à l'oreille, c'est il parle à son cerveau directement, en fait. Il le trifouille comme il veut. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est là la vraie réflexion. C'est pour ça que lorsqu'on apprend que Macron, qui se présente, était en fait un petit joujou de la finance, parce que c'était qu'un banquier, oui, il a fait inspection des finances, mais c'est connu, c'est du pantouflage. Avant, il y avait une vieille époque, c'était interdit. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on avait une haute formation, l'ENA, machin, etc., pour l'inspection, justement l'inspection des finances, et donc pour éviter les éventuels conflits d'intérêts futurs, présents ou à venir, on disait interdit. Tu peux pas. Interdit quoi ? Tu peux pas quitter le public pour aller dans le privé. Ah ouais ? Ouais, parce que attends, si tu fais ça, tu fais des bons et loyaux services pour du privé. Et là, allez, ciao les gars. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Allez, ciao les gars, maintenant je vais chez le privé. Alors ça va, j'ai bien bossé pour vous ? Ouais, bravo. Tiens, ta commission. Ah bah non. Il y a un conflit d'intérêts évident. Ah ouais. Or, pour moi, justement, une loi qui serait dans un système représentatif comme le nôtre, théoriquement, qui devrait être appliquée, c'est qu'aucune personne issue du privé ne devrait participer au système politique. Hein. Ouais. Tu veux faire du bise ? Très bien. Tu fais du maillon ? Fais du maillon. Mais c'est ça y est, tu oublies le politique. Salut, ciao. Ah, c'est clair. Et inversement, tu veux faire du politique ? Très bien. Mais tu oublies les millions, mon gars. Hein. Ouais, parce que souvent, tu deviens un serviteur du peuple. Souvent, les anciens politiques, après, ça devient des conseils, ça devient ils font des masterclass. Mais là, on n'est même plus dans du conflit d'intérêts. C'est vrai ils sont conseils pour des entreprises. Tony Blair, je fais exprès d'aller dans l'extérieur. Tony Blair, Premier ministre de la Grande-Bretagne, qui a lancé quand même tout le monde en guerre, enfin, qui a lancé son pays dans la guerre en Irak, hein, au détriment de ce que l'ONU a décidé par notre veto à la France. Après ses bons et loyaux services de Premier ministre, il devient conseiller spécial du Kazakhstan. Pourquoi le Kazakhstan ? Parce que grand bénéficiaire pétrolier de ce qui s'est passé par rapport à l'Irak, avec des oléoducs de malades qui sont construits. Mais c'est une dinguerie. Et on estimait sa REM à peu près à 3 millions mensuels. Mensuels ? Mais tranquille.
Certains, ça va même encore plus loin. Mais donc en fait, tu vois, tu comprends la définition justement du fascisme de ce point de vue-là, et pourquoi, en fin de compte, il est lié à la finance en fait. Oui, mais c'est ça. Mais c'est que Macron est un produit de la finance. C'est même pire, parce que avant il y avait des gens liés à la finance. Pompidou est aussi un produit de la finance, mais c'est un des exemples. D'ailleurs, c'est le premier qui vient en Porsche et tout à l'Élysée et tout. Ah ouais, enfin, ça n'avait s'en battait les couilles. plus aucun sens. Alors que franchement, t'as des témoignages, honnêtement, tu vois, c'est pas pour faire des fantasmes. Hein. Ouais. T'as des témoignages du gouvernement de Gaulle. On peut pas du tout être d'accord avec leur vision politique, tout. Il y a pas de souci, clairement. J'ai envie de dire ça, c'était une vraie droite dans le sens idéologique, machin. Les gars, c'est ils déclaraient tout et jamais ils utilisaient l'argent public pour leur truc personnel. Hein. Ouais. Mais ils payaient de leur poche. Hein. Tu sais, des déplacements de ma poche. Non, parce que De Gaulle, il va me taper sur les doigts. Ah, mais c'était une grosse... Non, ça, il est plein de témoignages. C'était une vraie dinguerie. Ouais, Gaston Monnerville, qui était son président du Sénat, était comme ça aussi. Lui. Oui, mais c'est pour ça que c'était pas que la droite, d'ailleurs. Ouais. Il y avait une ambiance, une sorte d'éthique, tu vois, de la politique. Parce qu'il y avait une conscience, parce que c'est pas simplement un fantasme ou du slogan, le concept de serviteur de la République, que la République, on doit être au service de la République, que la République nous dépasse, elle est au-dessus de nous. On doit veiller à son bon fonctionnement. Pourquoi ? Parce que la République, c'est la chose publique, c'est-à-dire la chose du peuple. Ouais. Elle appartient au peuple. Ouais. Elle appartient pas à des gens. Elle appartient pas au président. C'est pour ça qu'on dit pas le président des Français. Hein. On dit le président de la République française. Ça semble une nuance bidon. Non, c'est super important. Elle est de taille. Il est le président de la chose publique, c'est-à-dire qu'il est le premier responsable de la chose publique et de son bon soin. Mais il n'est pas le président des Français. Les Français n'ont pas de président. Hein. Ça va pas ou quoi ? Intéressant, ça aussi. Tu vois, et donc, mais justement, quand il a eu ces attitudes d'autoritaire, c'est moi qui décide, quand il dit le patron, c'est moi, mais dégage en fait. Parce que quand tu as des responsabilités, tu te dérobes aux responsabilités, et ensuite, quand tu veux imposer de manière jupitérienne, comme il a osé le dire, mais le culte impérial, on l'a aboli, mon gars. Hein. C'est terminé cette histoire. C'est lui qui a sorti cette expression jupitérienne. Ouais. Ah oui, clairement. C'était de lui. Dans un journal, hein. Tu sais, décomplexé, peut-être les journalistes. Oui, et les journalistes qui répondent, oui, il a une figure jupitérienne, mais vous êtes tous des branques, en fait. Hein. Moi, j'ai vu tous les journalistes reprendre cette expression-là, mais je pensais que c'est parce que, comme d'hab, tu sais, la médiocrité journalistique, il y en a un qui le dit et tout le monde répète. Non, c'est pire que ce que tu crois. C'est pire que ce que tu crois. C'était lui qui avait dit. Oui, il dit, moi, j'ai une gestion plutôt à la jupitérienne. Ah ouais ? Ah bah merde, alors. Ah, donc t'es Dieu, en fait. T'es Dieu le Père, parce que Jupiter, ça vient de Deus Pater. Tu vois, ça veut dire Dieu le Père. C'est Zeus Pater, le père du ciel, le ciel du père. C'est un truc de fou. C'est tranquille. Il a sorti ça. C'est le dieu des dieux, hein, au passage aussi. Ah, d'accord. Et attends, donc t'as des laquais, hein, les laquais du pouvoir, on est toujours habitués. C'est juste que là, ils ont plus de bas de soie, en fait. Ils ont d'autres artifices qui disaient, donc, il faut être les Hermès. Il faut être les Hermès de tu fais, mais vous êtes des malades. Putain, mais des malades. Et tu comprends que, pareil, c'est une vision autoritaire, ce management, comme on en a parlé pour le nazisme, et sont clairement les caractéristiques du système fasciste. Tu vois ? C'est pour ça que, et pareil, il a jamais fait une saillie littéralement droitarde, littéralement raciste, Macron. C'est vrai. Mais j'en ai rien à faire, moi. Ouais. Mais c'est dans les faits. Mais toi, tu l'avais très bien expliqué dans notre épisode que vous pouvez aller checker, l'alliance RN. Plus que prémonitoire, Macron, en fait. Macron RN, en fait, c'est de l'extrême droite économique. Exactement. Et pour moi, c'est même la pire des formes. Parce que, tu vois, regarde, j'aime bien cette analyse, elle est faite par Alexandre Dorna, dans le livre sur crise et violence politique, qui est un traité de psychologie politique. C'est vraiment excellent. Il te dit que la caractéristique fondamentale du fascisme et donc des formes de nazisme, tu sais, fascisme, nazisme, appelez-le comme vous voulez, en fait. Donc, cette extrême droite, si on veut l'appeler comme ça, c'est que, au final, elle considère l'humain comme un surplus. L'humain comme une variable. C'est ça, en fin de compte. Parce que ce soit la vision que tu as de l'étranger, ou la vision que tu as du pauvre, ou la vision que tu as du handicapé, si on peut l'appeler comme ça, ça se dit pas, ça se dit plus. Dans tous les cas, c'est des variables. À quoi ça me sert et à quoi ça me sert pas. Tu vois ? Parce que c'est ça, en fin de compte. Pourquoi il y a une bande de gens qui font un fantasme par rapport aux étrangers ? Parce qu'ils disent, oui, ils nous servent à rien, ils nous volent nos boulots. Hein, et tu vois, on avait parlé justement des immigrés de Schrödinger. Mais là où c'est super important, et là c'est essentiel, c'est le fait qu'il y a une relation, tu vois, en fait, par rapport à l'autre, qui en définitive, si c'est pas l'étranger, ou si c'est pas l'homosexuel, ou si c'est pas... en fin de compte, ça va être le pauvre, ou ça va être l'handicap, ça va être... Et ça devient... C'est ça, ce truc inquiétant. Et c'est exactement toutes les mesures de casse sociale. Parce que Macron, depuis qu'il a pris le pouvoir,
il n'a fait aucune loi qui allait dans l'intérêt du peuple. Aucune, je dis bien aucune. Certains pourraient m'en trouver, c'est des accidents. Si c'est arrivé, c'est des accidents. D'accord ? Parce que c'est sur commande, c'est un liquidateur de la République. Il est venu pour la liquider, comme un liquidateur judiciaire. Tu sais, mais pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir la redonner pour les intérêts privés. C'est pour les intérêts, c'est pour les groupes privés. D'ailleurs, l'aéroport de Paris, finalement, il n'a pas réussi à le faire. Bah, tant mieux. C'est pour ça que je le redis sur la question. Pourquoi de le privatiser, tu sais, alors que, pareil, hein, regarde, pareil, même les fachos, là, qui veulent, oui, on va redonner à la France sa souveraineté, tu sais, le Make Friends Again, Great Again, tu vois, c'est le même délire. Parce que c'est pareil, hein, aucun média français, ni même occidental, n'a traité Trump de facho. Oui, il est excessif. Oui, ben non, c'est un facho. Ça, le mur et tout, là, tout ce qu'il voulait faire. Le mec, il appelle des pays de merde. Mais tu fais ça. Mais t'es fou, en fait. Tu traites des peuples entièrement. On a un gros problème, et je pense que ce sera l'objet d'un épisode. L'épisode sont arrivés. Bon, écoute, et Mani aussi. Les médias créent l'opinion et créent les sondages. Et ça influence les élections. Et donc, il y a un gros sujet là-dessus, c'est que est-ce qu'on est dans une démocratie quand on a des médias qui sont trop puissants, quoi ? En fait, c'est surtout ça. Tu vois, parce que Macron, là, il en a très bien utilisé. C'est la combinaison. En fait, c'est la combinaison de nos épisodes sur la propagande. Tu vois, les influenceurs nous manipulent. Aussi, tu vois, la même chose, parce que regarde Thibaut InShape. Ouais. Hein, il était pas content. Il était pas content. Est-ce qu'il a dit Squeezie et tout ? Déjà, ferme-la. Déjà, mon grand, voilà, continue de faire de la pousse, machin, donne-toi un peu du courage, je sais pas quoi, ou gère ta addiction, on verra si c'est possible. mais c'était déjà, et de deux, non, c'est pas bien, c'est pas faire, en gros, c'est ça, en fait, c'est pas fair play, d'appeler les gens à voter, mais déjà, il appelle ce qu'il veut. Il appelle ce qu'il veut, mais toi, c'est juste que t'as du mal à assumer le fait que toi, t'aurais bien aimé voter dire RN, etc. Alors, parce qu'on les connaît, tes saillies de gros rachos. Ouais. Donc, et pareil, mais parce que, aussi, faut se rendre compte d'un truc qui est sale, qui est un peu sale, hein, c'est que c'est commode en fait d'être à chaud. En gros, si t'es blanc, c'est très facile d'être à chaud. Dans le sens, c'est Bolloré et tout, les milliards, ok, les blancs c'est important, le racisme anti-blanc c'est grave, on se fait voler nos boulots, l'immigration c'est mal, etc. Tu sais, c'est facile en fait. Au final, tu perds quoi ? Et puis en plus, c'est toujours ça qui est terrifiant, c'est que pour tous les gens qui croient en fait en ce genre de registre et en ce genre de revendications, on se moque de vous, hein. Bolloré. Pourquoi ça l'amuse tout ça ? Parce que vous toucherez pas à ces milliards pendant que vous êtes occupé à vous inquiéter qu'un Omar ou un Ahmed travaille à côté de vous ou vit à côté de vous. Parce que pour l'instant, c'est un Bolloré qui vous tape dans vos sous. Parce que sachez bien une chose, les milliardaires ne sont pas simplement des gens qui ont gagné de l'argent. Les milliardaires sont des personnes qui perquisitionnent vos biens. C'est ça la stricte vérité. Parce qu'ils rompt les possibilités de redistribution des richesses. Pourquoi on parle de redistribution des richesses ? Parce que le système économique normal, c'est pas de gauche, c'est normal, c'est que si j'injecte de l'argent, il doit revenir. Et donc là, en fait, avec eux, ils reviennent pas. Ils reviennent jamais. Voilà. Et donc, on continue d'injecter ? Ouais, mais j'en ai plus. Trouve. Allez, dépêche-toi, trouve. Parce qu'il faut que t'en injectes, là. Les prix augmentent. Y a pas d'argent magique, hein, comme il dit. Ouais, vas-y, trouve. Je peux pas trouver. Le chômage, on va arrêter parce que les flemmards, là, faut... Hein, c'est pas sérieux. Et toutes ces mesures de casse sociale, c'est exactement dans ce délire-là, pour qu'à la fin, on incrimine les pauvres. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Quand des pauvres vont être acculés et qui vont recourir à la force et à la violence pour vivre, on dira, vous avez vu ? Il y a des criminels, il y a des gens mauvais, il faut les mettre en prison. Et là, tu viens sur la boucle bouclée. On va faire des grandes prisons, on va mettre en place des grandes polices. C'est ça le monde dans lequel c'est ça le monde qui nous vit. Qui veut nous vendre, c'est le monde à l'américaine. C'est-à-dire un monde où il n'y a plus de société. En fait, il y a des gens compartimentés qui sont un monde d'apartheid, quoi. Ouais, c'est un apartheid socio-économique. Tu vois, t'as pas besoin de mettre des lois, hein. Bah oui. Il n'y a pas besoin de mettre une loi interdite d'entrer à l'université pour les Noirs si c'est trop cher pour la population la plus précarisée, que la population la plus précarisée, elle est d'origine africaine. Ah, tu vois, quand il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais Macron, il n'interdit pas le foulard à la fac. » Ouais, c'est vrai, il interdit les pauvres d'aller à la fac. C'est ce qu'il veut, parce que c'est son projet. C'est ça, hein. C'est qu'à la fin, la fac, elle devienne super chère, tu vois. Parce que et là, t'inquiète pas, parce que moi, j'ai pas aucune envie
d'avoir des filles en foulard ou pas dans une fac qui sera hors de prix. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je veux un endroit, justement, où... Parce que l'université en France, elle était censée être le symbole, et même l'élément fort, de la continuation du projet républicain, d'élévation des perspectives, de l'ascension sociale, de la mobilité sociale dans un système à objectif d'égalité des chances. Quand on parle d'égalité des chances, c'était ça. C'est dire, OK, t'es peut-être un enfant de prolo, t'es peut-être un enfant d'ouvrier ou d'ouvrière, etc., de caisse, etc. Et ben, si tu suis l'école, et ben, normalement, on pourra te faire sortir de cette situation. Tu vois, c'est tout sauf assistanat, hein, d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est rhétorique. Donc, tu vois que... Et là où c'est terrible, c'est que dès le début, l'affaire Benalla, en fait, ça commence avec l'affaire Benalla. C'est pour ça que, moi, je répète, donc, le fascisme n'est pas à notre porte, il est déjà là, il gouverne tranquillement. Si vous avez du mal à comprendre quand on éborgne des manifestants juste parce qu'ils manifestent, bah, c'est un problème. Et encore une fois, d'ailleurs, ça a commencé même avant Macron. C'est pour ça, Hollande, ni pardon, ni oubli, mais pas une seule seconde. La loi Cazeneuve est une loi criminogène. C'est celle qui permet de droit sortir de tuer, son arme en cas de refus d'obtempérer, c'est ça ? Parce que j'aime bien les gros malins. Ouais, parce que s'il y a quelqu'un, il fonce en voiture. Alors déjà... Yvan Le Bolloc, il a répondu à ça, à un mec... mais des gros malades mentaux. D'extrême droite, là. Mais c'est extrêmement grave. Il existe des policiers très éthiques qui, tu vois, on en avait parlé, qui en parlent, qui te disent, mais déjà, parce qu'ils sont marrants, hein. J'aime bien là, les courageux de YouTube ou de je ne sais quoi, qui s'amusent à dire ouais, il faut lui tirer dessus et tout. Ah ouais ? Vas-y, tu m'expliques comment ils ont fait, comment ils ont surtout pas fait les policiers qui ont contrôlé les terroristes du Bataclan. Tu sais qu'ils les ont contrôlés, ils savaient que c'était eux. Ils savaient que c'était eux, on l'a vite oublié. Parce que les journalistes, ils ont fait on va pas trop insister sur ce sujet. Mais pourquoi ils ont rien fait ? Kalachnikov, les gars. Kalachnikov, petit pétard, non. Équation pas bonne. Donc Salah Abdeslam, tu vas aller en Belgique, va en Belgique, va vite, très vite même. Mais il y a des témoignages, c'est de la dinguerie. Tu sais, ils ont vu, ils ont fait ah, c'est Salah Abdeslam ? Ouais, mais monsieur, vous pouvez continuer en fait, là-bas. Il pouvait se barrer. Hein. Moi, je sais même pas comment ça se fait qu'il est resté, parce que c'est le mec, c'est un mec limité dans sa tête, vraiment très limité. Ouais. Mais le mec, il aurait pu aller au Panama ou je ne sais quoi, sauf que bon, je pense qu'il a peut-être pas de sous. Mais le gars, il est resté en Belgique, et après, il a fait bon, bah finalement, je vais me faire arrêter, bon, bah finalement, je vais peut-être aller, je ne sais pas quoi. Trop nul. C'est vraiment les terreaux éclatés au sol en plus. Tu sais qu'à ce qui paraît pour Naël, le juge, on va finir là-dessus d'ailleurs, le juge qui est chargé de l'instruction de toute cette affaire, il a fait une reconstitution très rapide et tout pour voir quid de la position de légitime défense machin. Les policiers disaient bah non, nous on était acculés contre le mur, on allait se faire écraser. Lui a dit non, il y avait au moins 1m20, 1m50, il n'allait pas se faire écraser par Naël. Mais non, mais c'est pas vrai en fait. Attends, Manique est là. Ouais. Tu veux nous dire un truc voilà, tu me casses pas les couilles. Déjà, t'en as plus. Mais oui, non, mais en fait, et apparemment, et le juge, figure-toi que il se mange des pressions de ouf de la part des syndicats de police. Parce que son enquête, elle commence à avancer vers le fait que Naël, en fait, il y avait pas de raison de le tuer. Ouais. Mais c'est chaud, c'est gravissime. C'est gravissime mais d'avoir des pressions. Genre, et après, aller nous parler des pays, des républiques bananières, etc. Mais grave. Mais là, c'est chaud. Les syndicats de police, de toute façon, Mourad, ce sera peut-être un sujet parce que c'est Mourad qui a pointé du doigt. On est quand même dans un pays où à chaque fois qu'il y a quelque chose avec un policier, une bavure, un machin, t'as des syndicats de police qui viennent défendre la police. Non, déjà, ça c'est super grave. C'est une vraie dérive. Grave. On fait ça pour aucune profession. Normalement, ils doivent protéger les policiers par rapport à leurs fonctions. C'est tout. C'est ça un syndicat. Hein. C'est ça un syndicat. Hein. Faut se calmer. Hein. Mais mais c'est trop grave. Mais c'est pareil. Là, tu vois, c'est la dérive autoritaire. Parce qu'encore une fois, parce que tous les gros malins. C'est pour ça que Cazeneuve et Hollande sont coupables. Déjà, vous êtes des gros malins. Vous faites une loi de refus d'obtempérer qui est une loi de lâche et une loi criminogène qui en fait fait tuer des pauvres gens. Parce que je suis désolé, mais un refus d'obtempérer n'est pas coupable de la peine de mort. Même pire, un gros malade mental qui roule avec sa voiture sur des gens, c'est gravissime, c'est terrifiant. Ouais, mais on n'a pas la peine de mort. Donc tu lui mets 40 ans de tôle, c'est tout. Mais tu lui tires pas dessus. En fait, c'est ça le truc. C'est chiant. Oui, mais c'est comme ça. Donc, si vous êtes des partisans de la peine de mort, attention, les amis. Hein. Déjà parce que c'est une mauvaise chose, mais surtout que vous croyez toujours que la peine de mort, elle fonctionnera avec les autres. Mais à un moment donné, elle se retourne toujours sur ceux qui l'ont mis en place et ceux qui l'ont voulu l'appliquer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la Révolution française. Hein. Eh bah oui, on a coupé la tête au roi, on a coupé la tête à pas mal de nobles. C'était une merveilleuse période. Mais après,
Après, on a commencé à se la retourner les uns contre les autres. C'était chaud, hein. Et là, tu peux te dire qu'à un moment donné, tu fais, ah non, c'était pas une bonne idée. Ouais. Oui, c'est compliqué, hein. Non, c'est vraiment compliqué, hein. Et j'espère, en tout cas, qu'on a pu expliquer, justement, ce lien entre pourquoi on a expliqué Macron foutait la merde, actuellement était un fossoyeur et que le fascisme n'était pas aux portes de notre République parce qu'il est déjà bien présent. On vous a fait le lien entre le fascisme économique et le fascisme c'est aussi avant tout un lien économique avec ce fameux livre de David Graeber sur la dette, dette 500 ans d'histoire. On mange les humains. Et en fait, tu te rends compte que, au final, là, cette finance, elle participe à pousser des idéologies politiques qui amènent aux situations qu'on connaît. Donc si un jour ça l'intéresse Macron, ça sera Macron. Si c'est le RN qui l'intéresse, ça sera RN. Si c'est autre chose, et c'est pour ça que... je voulais juste terminer sur ce truc-là, mais parce que ça me semble important par rapport aux gens, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais bien sûr. Le truc, c'est que, donc, en fin de compte, le programme qui compte, c'est le programme des Gilets jaunes. Tu vois, c'est la revendication des Gilets jaunes, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. C'est le RIC. Le RIC, non mais vraiment. C'est aussi la question, justement, d'enlever les barrières sur les prix, etc. Parce que ça aussi, il y a des trucs chelous qui se passent. Mais en fait, il faut déposer le système politique actuel. Il faut que la 5e République... Ça y est, il faut arrêter la récré. On l'a essayé. C'était voilà. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, je comprends beaucoup de réticence pour les gens par rapport à ce qui est présenté aujourd'hui, parce que la politique qui nous est présentée, en fait, elle est, franchement, elle est répugnante. Faut dire la vérité. Elle est répugnante. Ce sont pas simplement des gens qui ne nous représentent pas. Ce sont même des gens qui finalement sont grotesques et finissent même par nous insulter directement ou indirectement, en méprisant nos aspirations et en faisant des bisbilles de juste d'ego trip. Dans des considérations toutes personnelles et particulières, pour des considérations de carrière. Alors je sais qu'il y a la mythologie de non mais il sert sa carrière mais c'est en même temps pour un but plus noble. Non. Franchement négatif. Ils veulent, et tu l'as vu là avec les députés sortants, ils veulent juste garder leur gagne-pain. Et donc ça sert pas. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Dr H pour cette sacrée analyse. Hâte de pouvoir en discuter. Mettez des commentaires, les 5 étoiles sur les plateformes aussi, ça fait plaisir. Et si vous voulez nous soutenir pour qu'on lâche de plus en plus d'épisodes, vous savez, il y a le lien Tipeee. Mais en tout cas, merci 1000 fois. Merci Dr H, merci à la réalisation et au montage, à ma chérie Gaëlle Canicagnan, la chaîne Mascoff, allez-y. Et sur son Instagram, il y a les Weekly Huddle, l'actualité du foot US en France et en Europe. Et on a aussi notre showrunner et qui gère d'une main de meurtre aussi le Telegram, c'est monsieur Mourad Mokadem et Mani qui mange des croquettes. En tout cas, merci à vous tous. Merci pour la force et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao.